mais plus intéressant. Ah, peut-être. Merci. Beaucoup plus beau, surtout. Mixage ok, Sims ok. Eh bien, c'est parti. On va essayer de faire l'assistance sociale entre-temps. Mais on y va. On y va avec cette première question. Donc on commence avec l'infiniment petit, le tout petit. Quelle est l'unité, la plus petite unité de mesure du système métrique? Est-ce que c'est le femtomètre, le yoctomètre, le picomètre ou le yotamètre? Vous avez encore quelques secondes pour répondre. Ne vous inquiétez pas, les questions sont accessibles. Tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Mais pour celle-là, il y a moyen que ce soit casse-gueule, quand même. Est-ce que vous avez une petite idée, vous, les amis? Alors moi j'étais resté sur le millimètre, mais peut-être que je suis pas assez poussé dans le délire. Moi, j'ai juste l'expression ne pas bouger d'un iota, alors je suppose que c'est un rapport, mais est-ce que c'est la plus petite unité de mesure? C'est plutôt malin comme façon de réfléchir en plus. J'étais con, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est le iota en question ou pas? Parce que normalement, de pas bouger d'un iota, ça s'écrit I-O-T-I. Non, I-O-T-A, pardon. Mais en tout cas, si c'est pas ça, je veux qu'on change l'expression par oh, tu bouges pas d'un femto. Hein. C'est vrai. Et on va regarder la bonne réponse tout de suite, c'est le yoctomètre. C'est casse-gueule, c'est normal, c'est la première question. Voilà, ça vous met un peu dans l'ambiance, mais certaines questions vont être un peu plus accessibles que ça. Mais même moi, avant de regarder cette question, je pensais que c'était le femtomètre. Hein. Les 3 réponses sur le femtomètre étaient quasiment la bonne, parce que le femtomètre, c'est l'échelle qu'on mesure. C'est généralement l'échelle que nous, on utilise le plus, notamment au lycée, pour décrire la taille d'un atome. En gros, enfin, pas la taille d'un atome, pardon, la taille du noyau d'un atome. Il y a à peu près d'un femtomètre, puis petit à petit, on augmente. Alors, j'avais un petit site internet pour vous montrer ça. Un petit ou un Yocto site internet? Là, ouais, peut-être un Yocto site internet ici. Alors, il faut juste que je rajoute sur cette page-là la caméra de Superama que j'avais pas encore ajoutée. Parce que j'ai eu des petites galères avant de commencer les streams. Je vais pas détailler là-dessus, mais j'ai dû refaire à peu près tout mon overlay en 5 minutes. Donc j'ai un peu pété un plomb. Alors, où est la cam? On va d'abord ajouter Superama et puis après on va regarder ça rapidement. De toute façon, tout le monde est caché par le quiz. Donc a priori, tu peux mettre la caméra de qui tu veux, ça se verra pas. Hop là. Oh oui, bah, laisse-moi comme ça, y a pas de souci. Super. Ah, ça fait du bien un peu là. Ceci dit, il a réussi à répondre à ta problématique. On voit plus Valentine. C'est vrai. Alors, Merci. on va agrandir un peu la page internet pour que vous voyez bien. Et donc, on a le femtomètre, donc qui est 1 billiardième de mètre, c'est déjà très petit. Hein. Et donc là, on va plutôt parler des neurones des atomes. Mais vous savez très bien qu'il existe des objets encore plus petits, qu'on appelle généralement les quarks, et tout un tas d'autres particules élémentaires. Alors, je sais plus ce qu'il y a. Bon, il y a le boson de Higgs, ça c'est un peu le plus connu. D'ailleurs, on va pas vraiment en reparler, mais ça va être lié à la question d'après. On a donc le yoctomètre, je crois que c'est même encore... Je crois que le quark est encore un petit peu plus grand que le yoctomètre. Le zeptomètre, l'atomètre, ça on sait pas, clairement. Le femtomètre, c'est 10 puissance moins 15. Picomètre, ça que vous connaissez peut-être un peu, c'est 10 puissance moins 12. Alors, est-ce que c'était... Je vais remonter dans mon petit conducteur pour voir s'il y avait un truc qui correspondait à cette longueur, mais... Nanana. Ah, voilà. En fait, l'atome en lui-même, donc le noyau fait un femtomètre, 10 puissance moins 15 mètres, et... le picomètre, c'est à peu près... Enfin, 10 picomètres, c'est l'atome en lui-même. Donc là, avec toutes les couches d'électrons qui tournent autour, etc. Et le iota, en fait, c'est la plus grande unité, ce qui a fait 10 puissance 24 mètres. C'est énorme. Enfin, je saurais pas comment décrire ça, mais en gros, il me semble que l'univers en lui-même, donc je vais pas dire la valeur peut-être, parce que je sais plus si c'est dans les questions d'après, mais en gros, la taille de l'univers fait autour de 100 iotamètres. C'est n'importe quoi. Et je pense que c'est à peu près la seule fois où on va utiliser l'iotamètre pour décrire des trucs très grands. Et ça, ce serait plutôt pour les questions d'après. Donc on est d'accord que ne pas bouger d'un iota, ça laisse quand même une bonne mobilité. Exactement. J'y pensais, mais je cherchais un moyen de le formuler. Mais tu sais que le pire, c'est que j'ai mis ça dans mon conducteur, j'ai dit, il faudrait pas dire ne pas bouger d'un iota, mais d'un yocto. Étoile, rire nerveux, étoile. Voilà. Mais en gros, c'est ça. C'est un peu trompeur, mais ne pas bouger d'un iota n'est pas du tout pareil que le yotamètre qui désigne l'unité de mesure la plus grande qu'on peut imaginer, quoi. Alors, au niveau des scores, qui est la personne qui a trouvé la bonne réponse? Peut-être par hasard, hein.
Alors, quand vous avez un compte direct sur ordi, enfin, quand vous êtes sur ordi, que vous n'avez pas créé un compte, vous êtes le contestant numéro 15, numéro 8, numéro 15, etc. Donc, contestant numéro 15 part avec un très bon avantage de 6000 points. Et puis pour les autres, ne vous inquiétez pas. Bon, Tessia, désolé pour toi, mon frérot, mais tu pars avec un peu plus de retard que les autres, mais il y a 17 questions, 16 autres, donc il y a largement le temps. Alors, c'est à la question numéro 2, hein, directement. Cette fois, on reste toujours dans la physique quantique, on reste toujours dans l'infiniment petit. Vous connaissez le LHC, plus gros accélérateur à particules. Combien, hop, il faut que j'affiche la question en quiz. Combien de tours par seconde font les particules dans le tunnel du LHC? Est-ce qu'elles en font 1 200 000, 600 000, 11 000 ou 70 000? Ah oui, malheureusement, le misclick est fatal. Hein. Oui. Si les clics sont pas assez précis, j'en suis vraiment désolé, les amis. Hein. Alors, effectivement, si vous avez regardé la vidéo avec Jamy sur le top 5 des lieux scientifiques, que j'ai eu l'occasion d'écrire, OMG, vous avez peut-être retenu la réponse. Est-ce que vous avez une idée, vous? Déjà, en fait, ce qui est compliqué, c'est que déjà, il faut savoir... En fait, il y a deux choses à savoir dans cette question. Il faut savoir à quelle vitesse vont les particules et quelle est la taille du LHC. Est-ce que vous avez une idée à peu près des deux, vous trois? Bah, d'après le conducteur... Non mais... Bon, facile. Non mais la taille du LHC, c'est à peu près combien le tunnel du LHC où les particules tournent? C'est pas 8 km de diamètre, un truc comme ça? Oui, moi j'ai que la taille du tunnel sous la manche. Donc si tu fais du 8 x 3, on arrive à 24. Enfin 3,14, donc ouais, 24-25, ça se tient. Ouais, c'est un peu plus grand. Il fait 40 km de diamètre, le tunnel. Qui fait qu'il fait que 11 000 tours, en fait. Parce que l'idée, c'est que vous avez 42 km de diamètre, c'est quand même énorme. Et en fait, les particules, elles sont quasiment à la vitesse de la lumière, genre c'est 99,9999 machin. Donc c'est autour de 295 000 km par seconde, hein, si je dis pas de conneries. La lumière, c'est 300 000 km par seconde et pas mètres par seconde. Hein. Attends, elle fait 40 km de diamètre ou de circonférence? Ah non, de circonférence. Ok. Oui, c'est ça. Non, pardon. Le tunnel fait 42 km de circonférence. Et donc si tu fais les 42 km, donc 42... Bah 42... Non, attends, 42 000. Oui, 42 000 mètres. 42 000 mètres fois 11 000. En fait, ça équivaut quasiment à la vitesse de la lumière. Et de 295 000 km par seconde. Et on n'a qu'une seule réponse. On n'a qu'une seule bonne réponse parce que bah, c'est assez dur hein, de... comment de calculer assez facilement. Et j'ai mis le 11 000 en premier exprès parce que... Je sais pas, j'aime bien vous trick un petit peu. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 mètres... Attends, t'as dit combien? mètres par seconde. 300 000 km 300 millions 300 000 km. Oh là là, c'est fou. Attends. Pardon, j'étais en train d'intégrer ce que t'avais dit. Attends, vitesse de la lumière en kilomètres. Elle est encore en train de gérer l'introduction. Non, t'as raison. Ah. C'est moi qui intégrais la chose. Donc 300 000 mètres par seconde et du coup... Non, 300 000 km non, par 300 seconde. 000 km, ouais. Et donc 42 000... Attends, vous sentez qu'on est spécialiste dans le chat ou pas? 42 000... Vous avez vraiment la crème de... 300 000... Jamy n'a qu'à bien se tenir. Non, mais mes calculs sont sûrs, c'est vérifié, j'ai écrit une vidéo dessus, ça a été validé, tout ça. Ouais. Et donc, c'est exactement ce que disait Raoult. Exactement. Vas-y, pardon. Mais par contre, c'est que le nombre de tours par seconde. Ça veut dire que le temps de mettre les particules dans le tunnel, de les faire tourner pendant je sais pas combien de minutes avant de les faire exploser, je sais pas combien de tours elles font, mais c'est quand même beaucoup. Et là, pour le coup, oui, je pense que ça se compte en centaines de milliers, voire en millions le nombre de tours qu'elles font. Mais par contre, par seconde, ça en fait que 11 000 entre guillemets. Entre gros guillemets quand même. Ouais, ça pourrait faire mieux quand même. Ouais, franchement, il pourrait faire mieux quand même. Il pourrait mettre les particules un tout petit peu plus rapidement, genre plus que la vitesse de la lumière, mais ça reste compliqué quand même. D'ailleurs, il n'y a pas un truc... Enfin, il n'y a pas une petite combine. Ça existe pas ça pour aller plus vite que la lumière? Ah, demande au Bogdanov, ils doivent savoir. Ouais. Un peu tard. Terrible. On va reposer en âme pendant qu'on enchaîne avec la prochaine question. Alors je rappelle, hein, pour tous ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tous. Pour accepter l'extension qui vous permet de jouer au quiz, ça se passe vers la droite.
Si vous êtes sur ordi, juste à droite de l'écran, vous avez juste à accepter l'extension QuizKit. Et si vous êtes sur téléphone, ça se passe dans le chat, donc vous double-cliquez sur le téléphone. Vous avez un petit icône QuizKit, vous cliquez dessus, vous acceptez l'extension, et c'est que du plaisir. 2,50 € par appel, plus le... Ouais. C'est quoi? SMS surtaxé, bien sûr. Ok. Eh ben, on va partir sur la prochaine question. On va monter encore petit à petit en échelle. Là, on va parler spectroscopie un petit peu. Si vous pensez... ouais. Si vous pensez aux lampes à sodium, vous aurez peut-être la bonne réponse sur la couleur. De quelle couleur sont les 2 raies les plus intenses du spectre d'émission du sodium? Odile, pardon, fallait que je la fasse. Oui. Quoi? Je te donne 15. Merci. Attends, j'ai loupé un truc là. Odile de Ray. Oh, quand même. Odile. J'ai été pris au dépourvu là. Alors, de quelle couleur sont les 2 raies les plus intenses du spectre d'émission du sodium? C'est le jaune. 5 bonnes réponses. Là, il y a peut-être de la remontada qui commence pour ceux qui avaient commencé un peu derrière. Si je puis me permettre, Oui. ça me fait penser que nous avons sorti une vidéo ce soir un petit peu en lien avec tout ça. Ah ouais? Sur comment on colorise les photos en noir et blanc des télescopes spatiaux. Oh, trop intéressant. Voilà, donc on parle de ça. Pas du sodium, mais Non, le sodium, c'est un peu sous-côté. de la synthèse additive en gros. Trop bien. Mais en gros, c'est l'idée. Et puis n'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit, point d'exclamation Superama si vous voulez regarder leur chaîne que je recommande vivement, évidemment. Du coup, vous Sinon, allez je vous voir aurais pas notre invité. vidéo et vous revenez après. Exactement. Elle dure 5 minutes 30, on peut faire une pause si vous voulez. Tu vas avoir une baisse de tes auditeurs là d'un coup. Bon, on va regarder, hein, pour tous ceux pour qui c'est un petit peu obscur encore. Hein. Que ça commence à dater, hein, généralement on voit ça au lycée. Si c'est obscur, on vous conseille la synthèse additive. Ça fait... C'est une blague de avec scientifique. du sodium. Alors, Belle. donc en gros, ces 2 raies là donc, du sodium sont pas les 2 seules raies de son spectre d'émission, mais par contre ce sont les raies qui sont les plus intenses, qui sont très très près. On leur appelle le doublet jaune des raies, donc les raies D, je sais pas ce que ça veut dire, mais des raies du sodium neutre. Donc en fait elles sont juste à côté, donc c'est 589 nanomètres et 589, je sais plus combien de nanomètres. Alors la donnée que j'avais prise c'était 589 et 589,59 nanomètres à peu près. On va regarder juste le spectre en Google Images. On va regarder un petit peu. Donc là, imaginons, vous avez le spectre continu d'émission, donc toutes les couleurs possibles et imaginables. Le sodium va extraire une partie de cette lumière, ce qui fait que quand vous récupérez la lumière après qu'elle ait été absorbée par le sodium, eh ben vous avez quelques raies qui manquent. Et ensuite, si vous regardez ce que émet ensuite le sodium à l'issue de ça, eh ben vous allez avoir les 2 petites raies ici qui sont le jaune. D'ailleurs, c'est une vision simplifiée parce que normalement, voilà, spectre d'émission du mercure, ça ressemble plutôt à ça. Et pourquoi on obtient des raies et pas des sortes de signaux continus? C'est parce que l'énergie est quantifiée. C'est la base, c'est le principe fondamental de la physique quantique. Toute l'énergie qui est récupérée par un atome, qui est récupérée par une molécule, et ensuite l'énergie qui est émise, elle est quantifiée. Alors, la formule classique, vous l'avez vu que certains auront peut-être traumatisé, c'est Hc sur lambda. L'énergie est libérée, c'est H, donc H c'est la constante de Planck, je crois. Vous avez fait quoi comme étude, les gars? J'ai jamais vu ça à l'école, moi. T'as pas fait, t'as pas fait S au lycée? Non, j'ai fait littéraire. Et après, j'ai fait... Ah, t'as raté ta vie, quoi. C'est là qu'on se rend compte du contraste entre vous et nous. C'est que moi, depuis tout à l'heure, j'ai juste arrêté d'écouter parce que t'as dit 14 fois le mot ray, donc... T'inquiète, toi et moi, je crois que... Non, c'est hyper intéressant, vas-y, continue. Pour expliquer très simplement, parce que voilà, une fréquence donnée équivaut à une énergie qui est relâchée. Vous pouvez pas avoir un atome qui du jour au lendemain te dit « Ah bah non, je vais prendre des énergies différentes, etc. » Un électron, l'électron je sais pas, du mercure, mais ça peut être l'électron de l'hydrogène, etc. Chacun va prendre une quantité d'énergie différente et ensuite va la renvoyer sous forme de photons. Donc le photon, c'est ce qui est relâché par un électron quand il veut se stabiliser. Parce que généralement, quand il absorbe de l'énergie, il est instable. Et cette énergie, elle est directement liée à la fréquence de la raie d'émission que vous observez. Et donc, par exemple, vous avez donc le sodium pour laquelle la lampe à sodium va ressortir jaune, parce que c'est les raies qui sont les plus intenses. Il y a quoi comme autre lampe? Il y a lampe à sodium, il y a lampe à quoi? Lampe à hydrogène, non? Ça existe. On va regarder ça vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça ressemble pas. Je
crois qu'il y a lampe à mercure, non? Voilà, et la lampe à mercure, typiquement, bah, ça a une autre couleur. Ça tourne plutôt vers le bleu ciel, comme ça. Et ça, c'est parce que bah, les raies d'émission sont plus proches, manifestement, du vert, en fait. Vous voyez que la raie du vert est beaucoup plus intense que les autres. Ce qui fait que forcément, ça va ressortir un peu plus de cette couleur. Voilà, un peu compliqué comme question, mais même si on comprend rien à la physique quantique, eh ben, on peut quand même avoir la bonne réponse. Bien joué à tous ceux qui ont répondu au jeu. Moi, bien joué. Je vais faire un disclaimer pour les prochaines questions, c'est que nos réponses, elles seront pas aussi poussées. Non, mais t'inquiète. C'est vrai. Moi, j'essaie de pousser les questions parce que ça, c'est très important. Hein. Moi, l'idée, c'est que... comment bah, l'idée, c'est que les questions derrière, on les réutilise après pour faire des shorts. Au moins, l'idée, c'est d'avoir le plus de contenu possible, le plus de substance, pour ensuite en faire des shorts, et ça devrait sortir d'ici assez peu. On a enfin le logo qui est animé, donc je vous avais montré le logo Saikuz et tout ça, que j'ai mis sur la fiche et tout. On a fait une petite animation à la Game Boy Advance qui devrait être assez sympa une fois qu'on aura les shorts de terminer. Je n'en dis pas plus. Rendez-vous sur les réseaux sociaux bientôt pour plus amples informations. Et on a quand même des 13 000 points qui sont cherchés. On a Leto de Jardin avec 16 000 points en tête, bien joué. Akeza 92 avec 10 000 points quasiment, et le contestant numéro 22. Il y a un podium pour l'instant qui se dessine, mais encore une fois, rien n'est joué. On passe à la question suivante, question numéro 4. On est bientôt sur la fin déjà de l'infiniment petit. Alors, que fait le dioxygène? Donc, on va dire l'oxygène, mais techniquement c'est le dioxygène. Qu'est-ce qu'il fait dans l'air quand il crée de la rouille? Est-ce qu'il s'acidifie, il se basifie, il s'oxyde ou il se réduit? Question un peu tricky, mais prenez le temps de réfléchir. Ça concerne... Ouais. Et bon, il y a 15 secondes, ça laisse le temps de réfléchir un peu quand même. Que fait le fer? Là, voilà, le timer est fini, mais faut réfléchir. C'est le fer, qu'est-ce qui se passe dans la réaction où le fer se transforme en rouille? Le fer s'oxyde. Alors attends, faut que je refasse le conducteur parce que oxydant-réducteur, je sais jamais. Et j'ai pas envie de dire de conneries. Oh bah, ça serait dommage. Ouais. Ah voilà. Si le fer s'oxyde, alors bah, le dioxygène avec qui il interagit se réduit. 5 bonnes réponses. Et non, il ne s'oxyde pas, c'est le fer qui s'oxyde justement. Peut-être 2-3 personnes ont répondu de manière un peu précipitée. Et c'est normal, la question prête à confusion. Mais non, justement, c'est le fer qui s'oxyde dans la réaction d'oxydoréduction. Donc la plupart des gens, il y a une sorte de personne qui parlait d'acide, mais vous avez à peu près tous le fait que bah, c'est une réaction d'oxydoréduction qui forme de la rouille. Et qu'est-ce que c'est que l'oxydoréduction? Enfin, quelle est la différence déjà entre acide-base et oxydoréduction? Acide-base, c'est des protons qu'on échange entre différentes espèces, alors que l'oxydation, c'est des électrons. Voilà, ça c'est en gros la grande différence. Et moi je vous propose un petit moyen mnémotechnique pour différencier ce que fait l'oxydant et ce que fait le réducteur, parce que moi pareil je confonds tout le temps. Ça met extrêmement de temps à chaque fois à trouver. L'espèce chimique qui donne les électrons, c'est le réducteur, alors que celle qui les capte, c'est l'oxydant. Et généralement, ce qui se passe, c'est que bah, le couple oxydant-réducteur, on écrit l'oxydant en premier et le réducteur en deuxième. On va résumer très vite fait ce qui permet de former de la rouille. Hop, je vais rouvrir la page internet en question. Ah, mais à chaque fois que je mets rouille tout court, il me met la rouille, genre la bouffe. C'est marre. Ah ouais. Voilà, j'ai faim encore. Ah, ça me donne faim en plus, là. Voilà. Un short bien réussi. Ça se mange de la rouille? Bah la rouille sur le bateau, non. Par contre, dans un resto, oui. Tu vas bien lui préciser, sinon elle va lécher toutes les rambardes en rentrant chez elle ce soir. Oh mon dieu. La mécanophilie, bien sûr. Alors, petit résumé de la réaction, mais en gros, vous avez le fer d'un côté et le dioxygène de l'autre. Donc pour l'instant, les deux, on va dire, existent de manière complètement séparée. Hop, il faut que je remette mon conducteur à chaque fois, c'est relou. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans une réaction d'oxydoréduction, il faut forcément un courant électrique. Et ça, c'est l'eau qui permet ça. C'est-à-dire que les électrons, ils vont circuler dans l'eau et ça va permettre aux électrons de l'oxygène de passer dans le fer. Donc là, on a la réaction qui est un peu résumée. Hein. Comment j'avais décrit ça? Parce que c'est quand même un peu compliqué. Non. Donc c'est... Donc si le fer s'oxyde... Oh putain, mais même moi j'y arrive plus quoi. C'est fou hein. Genre comment... En fait, je me demande comment les lycéens arrivent aussi facilement... Enfin, pas aussi facilement, mais arrivent genre
tranquille pendant un DS de 3 heures avec le stress et tout, de faire de l'oxydoréduction. Genre, ça me perturbe. Depuis qu'ils suivent Brusicor sur TikTok maintenant. Ah, Ils sont plus intelligents. Ça fait. Mais moi là c'est compliqué. Mais même, en plus j'ai pas trop préparé les questions, mais en gros vous avez les réactions en gros ici, mais le fer. Ah voilà c'est ça. L'oxygène, quand il rentre en contact avec l'eau, il produit des ions OH-, donc c'est des ions hydroxydes. Et ces ions hydroxydes, ils vont ensuite rentrer en contact avec le fer via l'eau, donc qui fait office de courant électrique, enfin de pont salin plus précisément, pour former une des premières étapes qui est le FeOH2, donc c'est de l'hydroxyde de fer, je crois. Et ensuite, à chaque fois, petit à petit, il va s'enchaîner d'autres réactions pour former la rouille à proprement parler, l'hydroxyde de fer 3, qui est typiquement de la rouille. Voilà. T'as compris, Chloé? Le contraste. Non mais, faut savoir que tout ce qui est mathématiques et tout, c'est pas le fort de Chloé. Je fais des sudoku maintenant. Non mais voilà. C'est l'oxygène qui s'oxyde. Non, pardon. C'est le fer qui s'oxyde et donc c'est l'oxygène qui se réduit. Chaque fois, ça marque comme ça en couple l'oxydant réducteur. Alors, au niveau des questions, on a quand même du 10 000 points. Hein, ça répond bien quand même. Et on a toujours le podium qui est bien dessiné, mais attention, ça peut basculer à tout moment. Je crois qu'on rentre à peu près dans là où les dernières questions de l'infiniment petit. Qui va faire un peu qui va faire un peu le lien avec la partie de Valentine. Quelle molécule ne s'organise pas sous forme de cristal? C'est l'ADN, le sel, le fer ou le sucre? Elle veut rien dire, cette question. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Je comprends même pas la question. Quelle molécule ne s'organise pas? T'as des molécules qui ne sont pas des cristaux. Laquelle de ces molécules n'est pas un cristal? Ah, d'accord. C'est tellement flou pour moi tout ça. Est-ce que du coup t'as une petite idée? Selon toi, lequel des quatre ce serait pas un cristal? Mais l'ADN c'est une molécule? Tout est un molécule. Tu peux avoir une molécule, ah bah non. Alors le fer c'est plutôt un atome et on va dire une organisation en fer. Ah oui, alors typiquement la question porte à confusion parce que j'aurais pu dire plutôt un assemblage de fer. Effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais comme on va le voir, il y a une spécificité avec le fer et avec d'autres métaux. Mais c'est l'ADN qui n'est pas sous forme de cristal. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, on va voir ça juste après. Mais l'ADN, on peut le cristalliser, c'est-à-dire qu'on peut le transformer de sorte à ce qu'il ait une pseudo-forme de cristal pour pouvoir l'étudier. Mais en lui-même, c'est pas un cristal. Il n'y a pas assez de régularité, même s'il y en a une, pas sous forme de cristal, pour qu'il soit considéré comme tel. Le sel, donc le sel de table, donc NaCl, en fait, ça a une structure très régulière, on va le voir tout à l'heure, on va voir les exemples et tout. Le sucre aussi, on a les cristaux de sel, les cristaux de sucre, même si c'est pas une appellation qu'on va utiliser comme ça. Et le fer, comme on va le voir juste après, en fait, ça s'organise généralement sous forme de cristal, comme la plupart des métaux en fait. Les métaux, de manière générale, sont considérés comme des cristaux parce que ils s'organisent de manière très régulière. Et c'est ça qui donne notamment leur solidité. Alors, on va regarder ça par internet. Mais en gros, la définition de cristal, elle est globalement, c'est le fait qu'on a un motif qui s'exécute, qu'on appelle une maille. Et si cette maille, on la réplique à l'infini, à droite, à gauche, en bas, en haut, en diagonale, de partout, eh ben ça reste quand même un cristal. Ah, je viens de comprendre quand tu dis s'organise. Je visualise maintenant. En fait, c'est pour ça, parce qu'en fait, le fer... Je viens de comprendre le iota. Ouais, voilà, c'est ça. Le petit retard. Pourquoi quand je mets sel de table cristal, ça me met des lampes? Ah oui. Si, les lampes en sel, là. Putain, faut que je m'en achète une. Des lampes en sel? Mais oui, tu sais, les trucs qu'ont tous les hippies et les naturopathes, là. Les espèces de cristaux géants un peu orange moche avec une lampe dedans. Bah, c'est du sel. C'est une phrase à peu près normale, mais méprisante, mine de rien. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Alors, ça souffle pas au La bon lampe endroit, à sel? malheureusement. Non, lampe à cristal, comment ça s'appelle? Lampe à sel, je pense, non? Lampe cristal de sel. Non, attends. Lampe à sel bien fait, ouais, c'est ça, lampe à sel. Ah. On va regarder ça sur Vous voyez Google ces Images. trucs-là? Et du coup, ça fait quoi ça sur la santé? Ça ramène l'amour perdu? Ouais, ça réaligne tous tes chakras. D'accord. Mais ils disent pas suivant quelle droite. C'est un peu limité. Alors là, ce qu'on voit bien à l'écran, ouais, hein, voilà, cristal de sel, on a les ions chlorure, les ions sodium,
ça s'organise sous forme cubique. Les cristaux de glace aussi, hein. La glace et la neige, ça s'organise sous forme de cristal. Il y a une très forte régularité. Et en fait, on peut pas le montrer, mais là, l'hexagone que vous voyez pour le cristal de glace, là, bah, c'est une maille. Et si on reproduit cette maille à l'infini et qu'on les accole ensemble, ça donne toujours un cristal de glace. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un cristal. Parce qu'on a une maille, un motif, donc c'est le cube pour le sel, c'est un hexagone pour le cristal, pour la glace, pardon. Et ça, on peut le répliquer à l'infini. Pareil pour le quartz, regarde le beau quartz Valentine là. Si tu vois, Waouh. Et là, ça a une forme. Waouh, mais je vais le voir dans 5 secondes du coup. Ouais. Mais ça a des formes beaucoup plus particulières, mais ça reste quand même un cristal, parce qu'il y a un motif qu'on peut dupliquer à l'infini. Et c'est pareil pour les métaux en fait. Je vais mettre. Une forme qui se répète, c'est un cristal. Donc les HLM. Ouais, ça se répète beaucoup, hein, mais cristal, et on va mettre métal. Et tac. Ah, c'était sur métal sur Wikipédia que j'avais vu ça. Blablabla. Là. Et en fait, les métaux ont généralement des liaisons et des structures cristallines, qui fait que quand elles se répètent, bah, ça donne quand même le même métal. On a différentes structures comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être cubique centré, donc imaginons que ça c'est des atomes de fer là, juste là. Tac tac tac. Bah, des fois ils s'organisent sous forme de cube, des fois sur cubique à face centrée, bon c'est un peu différent. Il y en a juste un atome en plus ici, il y en a plus au centre. Ou hexagonal compact, ça on s'en fout un peu. Mais dans tous les cas, les atomes des métaux s'organisent sous forme de cristal, ce qui fait qu'on les considère comme des cristaux de manière générale. Et oui, effectivement, vous ne l'avez pas vu lécher le palais des paves, mais bah, je sais plus si je te l'avais dit ça, mais qu'en gros, dans la pièce de théâtre qu'on a joué en M1, Valentine, j'ai joué un pédologue qui s'amusait pour voir s'il y avait des pesticides à manger l'herbe du gazon, tu vois. Je me souviens pas de ça, Et mais d'accord. du coup, c'était inspiré du fait que les pédologues, c'était un peu le cliché, quoi. Et voilà, je trouvais ça marrant. Mais bon, lécher un métal, je sais pas, alors encore moins de la rouille, mais Ouais, je sais pas trop. je sais pas trop, ça a pas l'air opti non plus. Mais voilà, pas mal de bonnes réponses. 7 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses, mais bon, c'est vrai que ça vous a un peu induit en erreur le faire. J'aurais dû préciser, genre un assemblage d'atomes de fer par exemple. En tout cas, majoritairement des bonnes réponses. Techniquement, on n'a pas tort. Techniquement, non. Bon, voilà. Mais bon, pas mal de bonnes réponses, je pense que ça ira. On va enchaîner. Et là, c'est plutôt Valentine qui va prendre le pas sur les explications maintenant. Parce qu'on rentre dans une partie un peu plus macro. Alors, je crois que je vais devoir quand même poser la question parce que, à moins que, Valentine, tu peux lire les questions quand je te dis top et quand je lance la question. Mais juste, faut faire gaffe à l'ordre des réponses. Ouais, vaut mieux que tu la lises si ça te dérange pas. Ok, très bien. Comme ça, t'as le temps aussi de voir un peu ouais, les trucs. Parce qu'avec le décalage, ça va être galère sinon. Non, mais c'est vrai. Allez, on passe à la partie plutôt moyenne, du coup. Ouais. Question d'élimination, cette fois. Ah putain, à chaque fois, faut que je repasse sur le quiz. Hop. Lequel de ces minéraux n'existe pas? Allez, la question va s'apparaître à l'écran, voilà. Lequel de ces minéraux n'existe pas? Est-ce que c'est la balkanite, la macronite, la cornubite ou la samsonite? Dans tous les cas, c'est exceptionnel, hein. Ça veut dire qu'il y en a 3 qui existent et qui sont, ma foi, fort sympathiques. C'est des valises, ça n'existe pas. Ou alors, est-ce que la valise serait un motif? J'avoue. Oh, wow. Ce serait pas une valise en cristal, finalement. Est-ce que vous l'avez? Pas au petit pour prendre l'avion, quoi. Mais... Ouais, pas ouf. Jouer. Après, c'est pas solide un cristal du coup. Justement. Genre, est-ce que le quartz justement, bah c'est plutôt réputé pour être solide, non? Vu que c'est organisé sous forme de cristal. Ça donne pas de la stabilité généralement à un minéral. Ouais, déjà c'est solide comparé aux autres états liquides, gazeux et compagnie là. Donc déjà c'est solide. Mais après, t'as quand même des plans qu'on appelle des plans de clivage, des trucs comme ça où ça peut se casser facilement, quoi. Ok. D'accord. Donc c'est variable. Ok. Mais donc. Est-ce que vous voulez... Ouais. C'est la macronite qui n'existe pas. Et ouais. 3 bonnes réponses. Et oui, Jamy. Bon alors, mais ça veut dire que la cornubite, la balkanite et la samsonite existent. Tout à fait. Tout à fait. La balkanite, c'est un minerai de cuivre, argent, mercure et soufre. Oui, j'ai bien dit argent. C'est rigolo. Donc en fait, c'est un minéral qui est en bâton, en gris, qui est plutôt couleur gris acier et qui a un éclat métallique. Et il est nommé, bien sûr, d'après la région des Balkans, comme on l'avait tous reconnu. Ah.
Et oui, ensuite, la samsonite, c'est pas du tout une valise, c'est un minéral noir en bâton qui ressemble un peu à des petits rouges à lèvres, mais noirs. Et lui contient du soufre, de l'antimoine, du manganèse, et il a été décrit en Allemagne, parce qu'il y avait une veine qui a été appelée la veine de Samson. Voilà. Je sais pas si ça se prononce comme ça en allemand, mais voilà. Et la cornubite, c'est un minéral vert vif qui est en fait de l'arséniate de cuivre, et qui a été nommé d'après l'ancien nom des Cornouailles, qui était Conubia, apparemment. Voilà. Et donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres minéraux qui ont des noms vraiment terribles. J'ai pris la liste une fois et je suis pas allée très loin parce que en fait, il y en a tellement que c'est terrible. Mais il y a par exemple le boulachite, le kobokoboïte, la favorite, l'énigmatite, la bogdanovite, une de mes petites préférées, la boulangerite, la cafarsite, et il y en a plein d'autres. Non, la Bogdanovite, elle ne vient pas de Bogdanov? Je sais pas à quoi c'est dû. Attends, on peut regarder. C'est quand même incroyable. Mais du coup, j'ai voulu taper Samsonite pour montrer à l'image et évidemment, ça m'a sorti que des valises. Faut taper Mindat après. M-I-N-D-A-T. Et c'est un site. D-A-T. C'est un site qui répertorie plein de minéraux. Oh. Et du coup, est-ce que la cystite, c'est un minéral de pipi? Eh ben, on va regarder. Donc sur Mindat, ce qui est bien, c'est que tu vas sur le site en question et tu peux taper cystite et tu regardes si ça existe. Attends, mais je l'écris comment déjà? Et ça n'existe pas. Ah. Non, pas mais encore. Comment je pourrais le... Allez, on va mettre comme ça. Non, Est-ce que tu... Ça me rend bastite, biotite, queusite, crispite, nisbite, bien sûr, et vustite. Bon. Crispite, on dirait céréales quand même. Un peu, ouais. Voilà. Crispite, oui. Mais il y en a plein. Et alors, comment on nomme un minéral, me demandez-vous? Eh ben, en fait, déjà, faut en découvrir un nouveau, ce qui est pas donné à tout le monde. Mais une fois que vous en avez un nouveau, en fait, faut remplir tout un formulaire qui est assez compliqué pour renseigner absolument toutes les caractéristiques physico-chimiques de cette espèce, où on le trouve et ce genre de trucs. Et ensuite, vous allez le soumettre à une organisation internationale qui s'appelle l'IMA, donc Association internationale de minéralogie, qui va pouvoir juger, savoir si votre minéral est vraiment legit ou pas, ou alors si c'est une autre espèce que vous aviez pas vue et en fait c'est la même, enfin bref, ce genre de truc. Et à partir de là, elle peut décider que oui, effectivement, c'est un nouveau minéral et donc vous rentrez un peu à la postérité. Et pour le choix du nom, eh ben, vous êtes libre. Donc si vous voulez l'appeler, je sais pas, la superamite, vous pouvez, tant que c'est pas pris. Il faut que ce soit hit à la fin. Alors, c'est d'usage, t'es pas obligé. Il y en a qui le font pas, mais c'est d'usage quand même. Ok. Et en général, on les nomme d'après soit la localité où on les a trouvés, soit la personnalité qui les a trouvés et tout. Si t'as un gros melon, tu peux l'appeler melonite, ça marche très bien. C'est comme les grottes, je crois. Hein. Je crois que la personne qui découvre les grottes, elle peut donner le nom à la grotte quand on la découvre. Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas si ça marche pour toutes les grottes, mais en tout cas, en archéologie, là, la grotte Chauvet, la grotte... Lascaux aussi, non? Je sais pas pour Lascaux. Ah, c'est possible. Je sais pas, j'ai pas l'info. Je pensais à celle qui est du côté de Marseille, là. Cosquer, pareil, c'est un plongeur qui était dans le coin, qui s'appelait Jean-Michel Cosquer, et voilà. Et du ça, coup, on est d'accord que si tu trouves un nouveau minéral à Levallois-Perret et que tu l'appelles la balkanite, ça passe quand même, il y en a deux, du coup. Non, s'il y en a deux, du coup, c'est pas bon. Ah mince. Ou alors tu l'écris différemment, quoi. On peut l'écrire comment? La florimérogite, non? Isabelle Balkanite. Ouais, c'est bien. La quoi? T'as dit, Chloé? Rend l'argentite ou prisontite. Ouais. Ça se tente. Moi j'avais florimérogite qui est pas mal du coup. C'est bien aussi. À bon entendeur, bien sûr. Si vous voulez vérifier si ça existe ou pas, vous allez sur le site mindat.org et vous tapez dans le moteur de recherche. Et comme ça, vous pouvez voir. En général, si vous avez un prénom, il y a le minéral qui correspond. Donc, par exemple, il y a la vivianite, qui est très jolie. Ouais. Est-ce qu'il y a la nicolaïte? Oui, forcément. Sûrement un Nicolai qui était exceptionnel. Ouais. C'est ça. Il y a la niocalite et la nicolaïte avec des K et des trucs un peu chelous. Enfin, voilà. Ouais, faut pas être dyslexique, quoi. Mais C'est ça. Et est-ce qu'il y a l'alexite? Je suis partie maintenant. Ah ouais. Il y a l'alexite aussi. Et Ah bref. Mais il y en a combien? Il y en a combien des minéraux en tout? Il y en a plein. Par milliers, non? Ouais, en dizaines de milliers. Je pense facile. Ah ouais, en fait, chaque année, il y en a plusieurs centaines qui sont identifiés, qui sont reconnus. Donc ça s'additionne, quoi. Ok. Ça fait beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, chaque année, on en trouve de plus en plus, mais c'est pas parce qu'on va explorer de plus en plus. C'est juste parce qu'on a de meilleurs outils à notre disposition, de meilleurs instruments, et qu'on arrive à trouver des mini
minéraux coincés dans des échantillons qu'on avait déjà dans nos collections, par exemple. Ah, Quand je dis nos, c'est les chercheurs dans les collections des musées, des trucs comme ça, quoi. ok. C'est assez rigolo. Attends, je crois que j'ai trouvé pourquoi j'avais des problèmes d'overlay tout à l'heure. Je crois que je vais... Ouais. Ah non. Bon, bref. Il y a un petit problème. En gros, la barre du chat est pas... Normalement, une partie du chat est cachée, là, donc le bas de la fenêtre. Mais je vais changer ça pendant qu'on pose la prochaine question. On va enchaîner. Mais donc, c'était bien la macronite qui n'existait pas, et c'est quand même assez incroyable que les autres existent. Maintenant, augmentons encore un peu en échelle. Comment appelle-t-on les particules trop fines pour du sable et trop grosses pour des argiles? Est-ce que c'est... Bah, la bouillabaisse, on en a parlé, hein, bien sûr. Est-ce que c'est le gravier? Est-ce que c'est de la terre? Ou est-ce que c'est du limon? Spécial dédicace à Enroweb et aux pédologues qui nous regardent. Enroweb et pédologue? Non, mais fan de pédologie. Ah. Ça va te suivre. Ah là là. Apparemment, je sais plus qui avait dit ça, mais ton micro saturait un tout petit peu, Valentine. Ouais, je viens de baisser le gain. Je sais pas si ça va mieux là, dans le chat. J'imagine que c'est peut-être mieux. Et on dit bonjour évidemment à Nico qui vient nous rejoindre, Nico303. Bienvenue. Je le rappelle pour toutes celles et ceux qui arrivent. C'est chiant de le faire à chaque fois, mais tu as si t'es sur ordi, tu as une extension sur laquelle tu peux cliquer qui s'appelle QuizKit et qui te permet d'accéder au quiz et de voir les questions apparaître si tu ne les vois pas encore apparaître. Quelle est la bonne réponse? Eh bien, c'est du limon. Quasiment que des bonnes réponses. Ah, apparemment, c'est beaucoup mieux ton micro, nickel. Ah, cool. Quasiment que des bonnes réponses. Effectivement, c'est du limon. Et donc, Eh bien. on définit ça, c'est purement un critère de taille pour dire ce qui est du limon et ce qui ne l'est pas? Comment ça se passe en fait? Ouais, c'est en fonction de la taille des particules. Quel que soit le contenant des particules en question. Si c'est suffisamment fin, c'est du limon. Normalement, t'as une image qui est dans le conducteur, si tu veux montrer un peu Ouais, j'en ai mis une, parce que là, il l'échelle. y a argile, limon, sable fin, gros sable, gravier et cailloux. En gros, c'est quoi? C'est des différentes catégories de, comment tu pourrais dire, de granules. De granulométrie, ouais. De granulométrie, ok. C'est ça. Alors, il y a plusieurs échelles différentes, mais là, c'en est une un peu au pif. Ouais. Et donc, effectivement, plus fin que le limon, il y a l'argile. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, l'argile, ça veut dire plusieurs choses. Si vous êtes pédologue, c'est des particules qui font moins de... j'ai pas le truc sous les yeux. Attendez, bouge pas. Hop. Moins de 2 microns de diamètre. Et si vous êtes minéralogiste, des argiles, c'est au contraire un truc bien défini. C'est des feuillets de certains minéraux bien déterminés, avec d'autres trucs qui peuvent circuler entre les feuillets, comme un millefeuille. Et voilà, donc c'est deux choses complètement différentes. Alors que vraiment, si vous êtes pédologue ou sédimentologue, c'est juste un truc broyé suffisamment fin, quoi. Donc c'est assez rigolo. Mais du coup, c'est la même constitution entre ces trucs-là? C'est-à-dire que dans le sable fin, on peut retrouver ce qu'il y a dans l'argile, mais en plus gros? Ou c'est plus... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Ouais, bonne question. Je suis pas sûre que ce soit exactement la même constitution. De toute façon, ça dépend des endroits. T'as pas deux sables qui se ressemblent, t'as pas deux argiles qui doivent se ressembler. Enfin voilà, ça doit être très variable. Et puis en plus, t'as certaines particules qui doivent être plus difficiles à broyer que d'autres. Je vois dans le sable, il y a pas mal de quartz, et le quartz, c'est très difficile à broyer, donc... Je pense que c'est pas évident. T'en auras plus dans le sable et dans le grès, je pense, que dans les particules plus fines. Et en fait, on se sert de ce genre de trucs en sédimentologie et en géomorphologie pour estimer, par exemple, le débit d'un cours d'eau. Donc, selon les particules qui se sont déposées, vous faites une carotte. Et si vous avez une succession de trucs très fins et d'un coup, paf, une couche avec des machins plus épais, ça veut dire qu'à cet endroit-là, enfin, plus épais, plus comment on dit, plus grossier, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez peut-être eu une crue dans votre cours d'eau à ce moment-là. Ok. Donc c'est assez cool. Et j'ai fait un stage là-dedans pour voir... c'était à Arles pour voir un bateau gallo-romain qui a été coulé à Arles et on se demandait pourquoi. Et donc mon maître de stage a fait une carotte sous le bateau directement pour essayer de voir la taille des particules. Et donc ensemble, on a regardé la carotte en disant « Oh oui, effectivement, il y a eu une crue, donc il a chuté à cause de ça. » Voilà. Okay. C'est trop bien. Ouais, ça doit être marrant les petites expéditions comme ça. Sur le terrain. Bah, j'ai pas fait l'expédition, c'était un peu triste. J'ai juste fait l'analyse de la carotte qui pue. T'as juste récupéré la carotte, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Non, mais on a ouvert la carotte quand même, fallait l'identifier, envoyer les petits bouts de charbon et compagnie dans un labo pour qu'ils fassent du carbone 14 dessus et tout. Enfin, c'était rigolo. Mais ça pue la mort, les carottes. Les carottes de sédiment, parce qu'elles doivent être gardées dans leur jus pour pas que la texture se dégrade. Ouais. Et vraiment, quand vous l'ouvrez, c'est infâme. Genre, les géodes, il y a une odeur aussi, ou vu que c'est que du minéral, il n'y a pas d'odeur, etc.
T'as déjà ouvert des géodes, toi, non, Valentine? Non, j'ai Non. pas ouvert de géode. Je ne m'appelle pas Nosman. Non, non. Je me demandais si ça t'était déjà arrivé. Je sais pas si ça sent quelque chose. Je Ouais, me renseignerai. J'ai pas là, je pense pas, mais je sais pas. Je me pose la question. Je sais pas du tout. À vérifier. Évidemment, dans le chat, s'il y a des investigateurs ici, n'hésitez pas à fouiller en détail les quelques questions qu'on se pose aussi, hein, parce que bon, dans le quiz, il y a plein de toutes petites questions qui se posent aussi, mais on n'a pas les réponses. Ouais. Et, on va enchaîner, on va poser la prochaine question, et puis après, on va faire un petit point des scores, je pense. Ouais, juste Enroweb, non, je parlerai pas d'arénisation, sinon tout le monde va partir. Terrible. Alors, question numéro 8, on avance. Quel minéral est impliqué dans l'orientation de certaines bactéries et oiseaux? Est-ce que c'est la crocoïte, la malachite, la magnétite ou la vésuvianite? Vous avez encore 5 secondes pour répondre. Oui, Là, je tous ces pense- minéraux existent. Pas de piège, mais là, je pense que devrait y avoir quasiment que des bonnes réponses sur cette question. À part si des gens sont tellement, tellement matrixés par être en mode ah mais il y a un piège machin, enfin ça peut arriver. Hein. Voyons voir. Est-ce que la crocoïte est impliquée dans la reproduction des crocodiles? Oh, putain, j'avais pas vu le jeu de mots, il est incroyable. L'histoire ne le dit pas. Mais la crocoïte, c'est magnifique. C'est un espèce de truc rouge en baguette. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion d'en voir, On va regarder ça tout de suite. Voilà. Crocoïte. ça t'apprendra à poser la question. D'abord, on va regarder la crocoïte et après. Du coup, c'est pas vert. Ah non, c'est tout rouge. On va regarder sur Google Images direct. J'ai dit vert? Non, j'ai associé ça. On dirait des frites de patates douces. Et encore de la bouffe. C'est trop stylé en vrai. C'est beau, hein? J'adore. C'est un Ouais. minerai de quoi? Je me souviens plus. Il y a Marion dans le chat. Bonjour Marion. C'est pas. Oh, ça coûte cher par contre. Hein. Alors là, on est où? On est sur cœurdepierre.fr. Ça fait cher la barquette de patates douces quand même. Hein. Ouais. Mais tu vas pas acheter des cailloux, enfin, faut les trouver. De ses mains pleines Alors. de terre, là. Avertissement, les propriétés, modes et indications d'utilisation citées sont issues des ouvrages ou sites internet de référence. Ces informations sont données à titre informatif, bien sûr. C'est important d'être informé sur la lithothérapie et sur les vertus Oh, putain. ondulatoires des roches, hein, bien sûr. Ferme-moi ce truc. N'achetez jamais ça. On va rester sur les belles frites de patates douces que vous voyez ici. Bah, posées sur manifestement une huître ou quelque chose qui ressemble. hein. Et maintenant, la magnétite. Alors, magnétite. Le nouveau plat Magnétite. belge à la mode. Dis-nous en Ouais. plus, Valentine. Ouais, juste la crocoïde, j'ai vu entre temps, donc il y a du plomb et du chrome dedans. Voilà, cool story. À ne pas les Donc la jeter. magnétite. Ouais, moyen. Ouais. Non, en Ça me fait un peu lithothérapie, penser aux pas pierres ouf. de croix. C'est quoi les pierres de croix? De croix. Il y a, en Bretagne, il y a une. Je sais plus où c'est. Ah Une oui, ville où tu peux, les staurotides. Oh là là, elle Ah, connaît. tous les noms. Elle est géologue. Incroyable. T'imagines un mot fléché spécial géologie? Oh là là. Oh la vache. Il y a tout qui J'ai finit fait en un fait. mot fléché après une vidéo justement pour que les gens apprennent les mots et ils ont fait le jeu, ces imbéciles. Genre ils ont vraiment voulu apprendre les mots quoi. Abonnez-vous. Staurotide, ouais, je sais pas si. C'est tu sais, les espèces de trucs qui se font en croix là, c'est ça? Les minéraux. Ah ouais, c'est vraiment des pierres où t'as l'impression qu'il y a une croix qui a été gravée dedans. Enfin, qui est un peu en relief dedans. Ouais. Ah, on voit un petit peu là. Ouais. Pierre roulée, croix de Russie. Donc c'est la staurolite? Non, staurotide? Ouais, il y a des noms différents. Je crois qui qu'il y a sont- les deux noms. C'est méga Tu peux faire Staurotide, croix de Saint-André, je crois qu'elle s'appelle celle-là. Staurotide. Croix de Saint-André, c'est ça? Ouais. On va regarder ça. Putain, ça tombe vraiment bien que tu parles de ça parce que je connais pas grand chose, mais ça je connais. Ah, mais Voilà, t'as c'est vraiment magnifique. des croix dessus quoi. Ouais, en fait, c'est. Certains minéraux, ils ont une affinité. Exactement. Certains minéraux, ils ont une affinité particulière entre eux et du coup, ils peuvent se Croisé. pousser les uns dans les autres selon certains angles particuliers. Ouais. Et voilà. C'est fou. Non. Ça fait des trucs très stylés. Ouais, donc la magnétite, en gros, l'idée c'est que si tu la mets dans un. Enfin, elle perturbe en gros le champ magnétique autour d'elle, si j'ai bien compris. Et c'est ça qui permet aux oiseaux de se diriger. Ou- Alors, la magnétite est aimantée, pour faire très résumé, et en fait, on en a retrouvé dans des bactéries. C'est même là-dedans qu'on a trouvé les premières. Qu'on a étudié les premiers organismes qui s'orientaient grâce au champ magnétique terrestre, en fait. Et ces bactéries, elles avaient un truc particulier, c'était qu'elles avaient des vésicules dans leurs cellules, donc des petites poches, où il y avait des tout petits cristaux de magnétite dedans. Ça tombe bien, sinon j'en parlerai pas.
Et donc, c'est des bactéries qu'on dit magnétotactiques, je vais y arriver. Et alors, en fait, elles s'orientent grâce au champ magnétique terrestre pour s'enfoncer dans la vase. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi, hein, mais tant mieux pour elles. Et ces organites, pour s'orienter, ça s'appelle des magnétosomes. Et on a trouvé donc de la magnétite aussi chez d'autres animaux, donc par exemple dans les pigeons, en fait. Ça, c'est des recherches qui datent des années 2000. En fait, dans le bec des pigeons domestiques, dans la partie supérieure du bec, ils ont trouvé des nanocristaux de magnétite, donc c'est vraiment minuscule, hein. Et ils se disent que peut-être ça pourrait les aider à s'orienter, parce qu'ils ont fait des tests en mode on coupe tel nerf qui est relié aux cristaux et voir du coup ils arrivent plus à s'orienter, ce genre de truc. Et ils ont trouvé aussi chez d'autres oiseaux des cristaux à d'autres endroits, donc dans les cavités orbitales et nasales par exemple. Mais voilà, et donc c'est une des hypothèses pour s'orienter, la magnétite, mais évidemment il y a d'autres hypothèses. Et je crois qu'il y a encore pas mal de mystères autour de comment que les êtres vivants arrivent à s'orienter en fonction du champ magnétique terrestre, notamment les espèces migratrices. Mais c'est fou parce que les oiseaux, je savais, ça fait un moment qu'on sait, entre guillemets, ou que c'est connu que les oiseaux justement utilisent le champ magnétique et tout, mais les bactéries, je trouve ça assez dingue. C'est est-ce cool, qu'elles sont hein. récentes ou pas? Mais c'est assez fou. Ça, c'est des études qui datent de 1975. Et donc voilà, super c'est intéressant en fait. Ça peut être un bon sujet de vidéo. Ce qui est bien, c'est que les questions, des fois, ça permet de se dire ah tiens, ce sujet, il est quand même pas mal. Grave, je me suis dit pareil. Bon, vous avez déjà un programme de vidéo déjà bien tassé peut-être. Hein. Mais en tout cas, ça laisse des idées. Hein. Peut-être pour des vulgarisateurs aussi qui sont dans le chat. Si vous voyez que des questions sont sans réponse, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas encore été traitées tout simplement. Ouais. Mais ouais, je me dis que ça ferait une bonne vidéo ça. De ouf. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des scores? Image numérique, qui, je crois, on n'a pas vu encore au niveau des questions. Ah, mais tu joues, toi, aussi? Qui? Moi? Valentine, ouais? Bah oui, je connais la réponse. Quoi, vous jouez pas Superama? Non, arrêtez. Comment tu voulais qu'on réponde? Non, on s'est dit que moins 11 000 points, c'était assez suffisant pour sauver l'honneur. Ah, mais du coup, t'es trop assez... nous. Alors, est-ce que les frigos migrent vers la magnétite? On est d'accord que nous, la seule bonne réponse qu'on a eu depuis le début, c'est celle qui était au tout début où fallait dire nier ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça. Ah, sur le test. C'était même pas dans la compète. Mais ouais, image numérique contestant numéro 29 qu'on va pas mal perf, qui est 6ème. Oh là, on a un podium assez stacké quand même. Alors si on élimine Valentine, on a Deno qui est en 3ème position de manière légitime. Voilà. Après, voilà, même... Enfin, Valentine, Alex et Chloé n'ont pas forcément vu toutes les questions et n'ont pas forcément toutes les réponses. Ils ont bossé sur leurs questions et tout ça. Voilà. On répondra sur les questions qu'on va poser. Vous allez voir quand on aura les réponses aux questions qu'on a écrites. Vous allez moins faire les malins. Alors, vous allez on va se planter quand même. Hein. On va faire un disclaimer tout de suite. Allez, on y va avec la question numéro 9. Quel est le plus grand organisme répertorié sur Terre? Là, on parle en termes de surface. Hein. Quel type d'organisme s'étale le plus sur la planète, on va dire? Est-ce que c'est une espèce d'animal, de champignon, d'arbre ou de plante marine? Ou votre maman devant la télé. Trop drôle. J'ai hésité à faire des votes comme ça. Mais c'était trop tôt, Ouais. Alors, est-ce que c'est un animal, un champignon, un arbre ou une plante marine qui est l'espèce la plus grande répertoriée sur Terre? Eh bien, c'est un champignon et il n'y a que des bonnes... Enfin, pas que, mais moitié minimum de bonnes réponses. Est-ce que vous avez tenté... Alors, le chat, dites-moi, est-ce que vous l'avez tenté au pif ou est-ce que vous le saviez déjà? Est-ce que vous l'avez vu passer quelque part? Parce que moi, avant de regarder cette question... Mais... Tu l'as vu passer? Ah oui, mais t'es dans les 6 bonnes réponses aussi. Ah bah oui. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu un article? Vous avez vu un truc? Parce que moi, ce que j'avais vu, c'était un arbre qui s'appelle Mycelium. Attends. Mycelium, est-ce que ça décrit tout le réseau de souterrain des filaments? Ça, ouais, hein? c'est ça. De mémoire, tac. Appareil végétatif filamenteux élaboré par de nombreux champignons, c'est ça. Mais de là à ce que Attends, j'ai des questions avant d'entendre le live, vous aussi. Ah ouais, alors c'est possible qu'il y ait des petits décalages entre le moment où on pose la question et le moment où ça apparaît à l'écran. C'est un peu random, mais dans tous les cas, si vous avez la question qui apparaît avant, c'est pas grave. Lisez quand même la question et répondez, etc. Un réflexe qu'il faut que je prenne, c'est que quand les gens mettent... Avant la question. Ça, c'est... Ah oui, non, ça ce serait dommage. Ah mais oui, Nico, on peut jouer, justement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez une petite extension à peu près par là, si vous êtes sur ordi. Si tu cliques sur l'écran, tu vas voir apparaître une extension qui s'appelle QuizKit. Et il suffit d'accepter l'extension pour jouer. Mais du coup,
Oui, t'allais À dire chaque quoi fois, tu montres Valentine. Du coup, j'ai toujours envie de cliquer sur Valentine à chaque fois. C'est ça, cliquer sur la tête juste à côté. Non, mais voilà, l'idée c'est que, en fait, les champignons, des fois, il y a plusieurs, entre guillemets, pousses, alors je sais pas exactement comment ça s'appelle. Et donc, il y a plusieurs, on va dire, pousses, donc un pied et puis un gros chapeau de champignons, qui en fait peuvent être reliés entre eux par ce qu'on appelle le mycélium, donc qui est un réseau souterrain de filaments. Mais de là à ce que un champignon soit la plus grande espèce sur Terre, comparé par exemple à un réseau d'arbres, parce que les arbres aussi ont un peu ce même système, c'est quand même assez étonnant. Alors, j'avais trouvé normalement, je vais retrouver les noms. Alors, il faut que je redescende un petit peu. Nanana. Ah voilà. Alors, l'espèce en question, c'est Armillaria ostoyae. Et donc, c'est dans l'Oregon aux États-Unis où cette espèce-là occupe 8,9 km² de diamètre. Donc, c'est 890 hectares. Genre, c'est une culture entière de champignons. Et en tout, ça fait 400 tonnes. Alors, je sais pas, c'est estimé, hein, évidemment. Ils ont pas mis une balance en dessous du sol. Boum, ça fait 400 tonnes, évidemment. Mais ce truc daterait d'au moins 2500 ans. Ça aurait subi, pendant ces 2500 ans, que 163 modifications génétiques, ce qui est vraiment peu. Et ce qui montrerait, on va dire, la résistance et la résilience de cette espèce de champignon-là. Et en gros, leurs filaments, eux, donc leur mycélium est noir. Et manifestement, ça tuerait carrément des arbres autour, quoi. C'est-à-dire que si on a du mycélium noir en dessous d'un arbre, il va crever. Et petit à petit, les champignons vont se répandre comme ça. C'est assez fou. Donc on a le terme de mycélium, mais aussi vous avez peut-être vu passer le terme de réseau mycorhizien, qui est le réseau de souterrain de tous les filaments. Donc les filaments, ça s'appelle des rhizomes, et qui regroupe toutes les pousses de champignons, et ça permet en fait entre les différentes pousses, même si elles sont à des kilomètres entre elles, de partager des ressources, de partager de l'eau, et de mieux la distribuer, etc. Donc c'est assez cool. Et donc dans les arbres, l'équivalent c'est la forêt de Pando. C'est une forêt qui est dans l'Utah. Alors attendez, il faut que je remette le lien au bon endroit pour que vous le voyez. Hop. Normalement, vous devriez les voir ici. Voilà, exactement. Donc Pando, un des plus grands organismes vivant sur Terre. Alors manifestement, c'est un peu en danger, mais c'est 40 000 arbres qui sont en fait le même arbre, qui sont dispatchés sur 43 hectares. Un peu pareil. Enfin, je comprends pas comment c'est possible, en fait, d'avoir des espèces qui sont aussi résistantes à ce genre de truc. Alors je vais remettre la musique, et en attendant, je me posais la question, vous, c'est quoi, si vous deviez décrire une espèce qui vous étonne le plus, genre un animal ou une plante qui vous a vraiment étonné de ouf, ce serait quoi? J'allais sortir une connerie, mais non. Non? Le blob, Ah bah oui, le blob. qui est mi-animal, mi-végétal, mi-champignon pour le coup. C'est vrai. Je pense que c'est la plus c'est connu, hein, voilà, le blob. Bah n'hésitez pas dans le chat, est-ce que vous pensez à un autre truc un peu étonnant comme ça? Valentine, est-ce que t'as un autre exemple? Je pense qu'on est tous fans de blob ici, clairement. Il y a le tardigrade qui est pas... J'allais le dire, le tardigrade. Oui. Attends, J'annule. moi je dis le tardigrade. Ah, qui prend Il a dit le tardigrade. Oui. Moi, je dis Alex. Ah, mais ça me saoule parce que j'ai failli dire Valentine tout à l'heure et je me suis dit non, c'est trop méchant ou je sais pas, et puis voilà. Mais non, c'est pas méchant. Pour une fois. Non, mais je sais pas, derrière il avait dit quelle espèce machin, et après il a formulé sa phrase qui faisait que ça passait plus du tout, donc je me suis dit. Ah merde, pardon, j'ai pas écouté jusque-là. Non, là, comme ça, j'ai pas d'idée. Mais le blob, c'est bien. Ouais. Moi j'ai un fun fact. Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais c'est un fun fact qui est assez cool. La coquille Saint-Jacques. Est-ce que vous savez qu'elle avait des yeux? Ouais. Si oui, combien? Oui. Ouais. Beaucoup. Ah, Ils sont beaucoup. bleus. 250. Moi je le sais, c'est Valentine qui l'a dit une fois en conférence. Ah bah Ouais. voilà. C'est tout autour de la coquille. Autour de 200, 250, un truc comme ça. C'est ça, tout autour de la coquille. Donc hop, vision 360. Ouais. Et en plus, la rétine, elle est au milieu de l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, donc l'œil passe à travers la paupière du coup, enfin qui laisse passer la lumière. Je sais plus si j'ai le terme exact. Et en fait, au lieu que nous la rétine elle est tapissée au fond de l'œil, en fait eux ils ont un miroir donc qui est fait en guanine au fond de l'œil. Et en fait le miroir va retaper la lumière pour qu'elle arrive à la rétine, et c'est que à ce moment-là que la lumière va être perçue. C'est-à-dire qu'ils ont une rétine qui est collée avec des filaments, alors je sais pas comment on appelle ça, hein, mais la rétine est en plein milieu de l'œil en fait, ce qui est assez étonnant. Et d'ailleurs la vision, il me semble, ouais voilà, environ 180 yeux. Et je crois, je sais plus, il faudrait fact-checker ça, mais en gros, la vision serait apparue indépendamment dans l'évolution. Un truc genre 5 fois, je crois. Je vais vérifier ça d'ailleurs. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais.
Attends. Tu l'expliques mieux que moi en tout cas. Ouais. Bah, c'est-à-dire que, imaginons, hop, ancêtre commun. Ça forme deux espèces un peu différentes. Ouais, mais là, j'ai la petite caméra. Mais imaginons la vision est apparue là. Donc, c'est une fois. Et imaginons les autres espèces, elles se développent. Et à un moment, alors que il y avait pas d'ancêtre commun avec la vision, il y en a un, il s'est dit, allez, allons-y. Et il développe la vision. Alors, je vais voir si... Donc, c'est un article de Pour la Science, donc a priori, c'est très sérieux. C'est important de dire, allez, allons-y avant de le faire, quand même. Tout à fait. 150 ans, nanana. Allez, j'ai envie de lire un livre, il me faut des yeux. Allons-y. Alors, nombre, apparition. Je vais juste vérifier ça, après on va enchaîner avec la question suivante. Mais nombre, apparition, vision, évolution. Normalement, ça devrait le faire. Je vais tomber chez Marvel. Histoire évolutive de l'œil, voilà. Là, on y est, là. Là, on rêve, là. Alors, l'œil est un système sensoriel, d'accord. Diversité des yeux. Environ un tiers des 33 embranchements animaux existants possèdent des organes photosensibles. Donc, des fois, ça porte pas forcément la forme d'œil, mais voilà. Diversité structurale, pression sélective, la lumière a été la principale force sélective sur Terre. Formation du proto-œil. Mais moi, je veux le chiffre 5. Il est où? Gna. 5 familles d'Opsine, d'accord. Bon, à vérifier. Mais dans tous les cas, c'est apparu différentes fois dans l'évolution. Et une majorité de bonnes réponses, c'est un champignon. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un champignon qui est la plus grande espèce sur Terre. Et on va petit à petit s'approcher de la fin de la question, des questions moyennes. Question numéro 10. Comment s'appelle le supercontinent dont la formation est probable d'ici 200 à 300 millions d'années? Et oui, on va probablement, très probablement, retourner à un supercontinent. On aura le temps de mourir entre temps, mais est-ce que c'est Amasia, Gondwana, Eurasia ou Pangée le 2? Il vous reste encore quelques secondes. Est-ce que tu avais vu la question, toi, déjà, oui. Ouais, je l'ai lu là il y a 2 secondes, mais. Est-ce que tu avais déjà vu les autres noms? Est-ce que ça dit un truc? Eurasia, Gondwana, bon, Pangée évidemment, mais. Eurasia, ça me fait penser à Eurasie, mais Ouais. ça a déjà été pris. Pangée le 2, je pense que c'est pas une bonne réponse, mais j'aurais adoré. Ou un Pangée le retour, un truc comme ça. Ouais. Pangée is back from the dead. Et Amasia, non, ce n'est ni Eurasia, ni Gondwana, ni Pangée. Il y en a quand même qui ont tenté le Pangée le 2, ça me fume, quoi. On est là pour le plaisir. Mais non, mais c'est effectivement Amasia. Et j'ai vu ça donc sur c'est brief.science, donc Valentine que tu connais bien du coup. Ouais. Il y avait publié un petit article dessus. Ouais, je vais peut-être vous mettre le lien de brief.science. Ça va faire un peu de pub. T'es rédactrice pour eux? Pardon? T'es rédactrice pour eux? Pas du tout. Non, c'est des copines à moi qui ont lancé ça. C'est un média qui s'appelle Brief Me à la base, et elles ont développé la partie science, donc Brief Science. Et le principe, c'est que c'est sur abonnement, et tu reçois par mail chaque semaine une newsletter avec l'actu scientifique à ne pas rater. Enfin, l'actu, il y en a plein, hein, du coup, mais c'est hyper chouette. Ouais, je vous mets dans le lien dans le chat. Sur les réseaux sociaux, ça avait l'air pas mal. C'est rose, leur couleur principale, non? Ouais, c'est ça. Ouais, rose-violet, là. Comme chez vous, finalement. Comme beaucoup de monde en ce moment. Mais voilà, mais en gros ce nom-là, donc c'était ni... alors c'était quoi les propositions déjà? Je vais regarder vite fait. Donc c'était pas Gondwana, c'était pas Eurasia et ni Pangée, donc ça c'est des noms de supercontinents qui ont déjà existé il y a autour de 300 millions d'années. Eurasia, t'es sûr? Ça me dit rien. Ça me dit un truc, attends, on va vérifier. L'Eurasia. Gondwana c'est sûr. Ah ou peut-être l'Eurasia, ouais. Ça doit être l'Eurasia, ouais. C'est ça. Pardon, désolé, je chipote. Non mais dans tous les cas, c'est pas ça. Non, Eurasia, ça ferait plus référence à l'Eurasie actuelle, je pense. Mais dans tous les cas, alors attendez, hop, là, j'avais une petite vidéo à vous faire montrer. Parce que l'idée, c'est que, manifestement, en fait, les supercontinents, ça se formerait par des cycles. Mais des cycles qui sont très longs, hein, ça se compte en centaines de millions d'années. Et l'idée, c'est qu'on est un peu au milieu de ce cycle. C'est-à-dire qu'à 200 à 300 millions d'années, se sont formés Pangée, se sont formés tour à tour Gondwana, etc. Là, on est dans une phase justement où les plaques tectoniques sont très séparées. Enfin, en tout cas, où les continents. Donc, comment on pourrait dire ça? C'est plutôt les lithosphères qui seraient séparées? Comment on pourrait décrire ça? Genre, les continents, la surface terrestre, tu les décrirais comme étant dans quelle sphère? C'est la lithosphère, non? Il y a quoi? Il y a la lithosphère, la sténosphère et tout ça, mais je saurais pas dire... Oui, c'est les terres émergées sur les plaques tectoniques, quoi. Ouais, voilà.
Les Mais en gros- continents, ça passe. Ouais, bah voilà, les continents, sinon on va pas se casser la tête. Hein. Mais en gros, on est dans une période où c'est très séparé. Et donc là, on est la période où c'est limite le plus éclaté possible. Et l'idée, c'est qu'avec l'apparition de nouvelles plaques de subduction, donc, qui ont l'air de se former naturellement, alors je sais pas quelle temporalité ça met, mais ce qui était expliqué, c'est que l'océan Pacifique, en gros, se refermerait. Et que donc, ça formerait un nouveau supercontinent qui s'appelle Amasia. Et en fait, le nom, comme donc plein d'autres, comme donc l'Eurasia sûrement, et Pangée, ah non, pas Pangée, mais Eurasie, etc. En fait, le nom fait souvent référence à la fusion entre deux continents qu'on connaît nous à notre période. Et donc ici, c'est la fusion entre l'Amérique du Nord et l'Asie qui fait Amasia. Et en fait, les deux sont de part et d'autre justement de l'océan Pacifique, et les deux seraient réunis d'ici 200 à 300 millions d'années. Comme le mélange entre la Voie lactée et Andromède, qui pourrait s'appeler Andromilky, ou c'est pas l'autre nom aussi? Milkomeda. Ah ouais, Stylé. j'ai jamais entendu ces noms. Si, les deux galaxies vont finir par se rejoindre. Bon, évidemment, on sera mort et remort d'ici là. Ouais. Mais du coup, il va y avoir un petit mix des deux noms pour faire la super géante galaxie. Ok, Oh cool. intéressant. On va bientôt justement arriver aux questions de Superama en plus. Alors au niveau des scores, qu'est-ce que ça donne? Coralie, seule bonne réponse à 2000 points, on prend le temps de réfléchir quand même. Hein. Mais voilà, perte de points qui est un peu normale. C'est vrai que en fait l'article enfin cet article et le fait qu'on en parle est très récent. Donc il faut se renseigner généralement régulièrement pour avoir ce genre de réponses. Mais en tout cas, on a deux têtes d'affiche dans ce quiz qui est Akeza92 et Pangolinette qui marquent à tous deux plus de 40 000 points. Bien joué. Bah alors, Valentine, ça baisse, on dirait. Bah, j'ose plus répondre, mais je suis encore sur le podium. Alors, encore troisième. Donc ça va. Sachant que si vous répondez pas, bah, vous marquez 0 points, donc juste vous ne perdez pas de points. En fait. Ah, donc il faudra que je Ça peut être une stratégie. Hein. Que je misclick, pardon, comme on dit. Ouais, le fameux misclick, bien sûr, hein, qui serait fatal. Alors, je rattrape tous ceux qui sont un peu en fond, qui galèrent sur téléphone, etc. On va passer à la question suivante, restez là. Et je le rappelle, évidemment, pour tous ceux qui sont nouveaux, et pour toutes celles et ceux qui sont nouveaux, c'est le moment de suivre la chaîne, tout simplement, avant que j'oublie de vous le dire. On est vraiment pas loin des 150 followers, et ce serait quand même dommage de ne pas atteindre ce palier maintenant. Mais avant d'atteindre ce palier, on va passer, je crois, à une des dernières questions. Voilà, dernière question de... Attends, je vais vérifier. Si on passe pas... Ah si, c'est ça. Toute dernière question. Devrait y avoir des points quand même. Prenez le temps de réfléchir. Nouvelle question. Quelle est la forme de la Terre? Ah, plate. Ah, C'est sûr, c'est bah plate. voilà. Enfin, les questions qui fâchent. J'ai entendu sur Netflix l'autre jour, c'est plate. Mais bon, 4 propositions. Est-ce que c'est cubique, plate, ellipsoïdale ou sphérique? Vous avez encore quelques secondes. À chaque fois que j'ai envie de dire, vous avez encore quelques questions, mais non. Cela dit, c'est vrai aussi. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont racheter le quiz là-dessus. C'est marrant parce que moi, des fois, la réponse que je vois à cette question, elle est même pas dans les réponses proposées là. C'est quoi ta réponse? Patatoïde. J'ai hésité à la mettre, mais c'est compliqué quoi après. Si j'avais la flemme de faire l'explication qui va. C'est un vrai nom après. Mais... Oui. C'est parce que la force centrifuge, du coup, ça aplatit. Ouais, là, ça conteste un peu, parce que patatoïde aurait marché, alors sphéroïde aplati, pourquoi pas. Mais en tout cas, la proposition qui s'en rapprochait le plus, c'est ellipsoïdal. On a un platiste dans le chat. C'est moi. Coucou. Ah ouais. Bon, ça va. Mais non, alors sphérique, pourquoi et pas sphérique? Parce que, bah, Valentine, tu vas nous expliquer, la Terre n'est pas tout à fait complètement sphérique. Non, j'aurais bien voulu avoir une boule pour vous montrer. Attendez, bougez pas. Alex. Monte ton boule, Alex. C'est pour la science. Regardez oh, ceci. wow. Elle est pas tout à fait ronde. On va zoomer là. Parce que sinon, wow. on pourrait pas la poser et elle tiendrait pas à plat. Vous voyez? Oula. Et voilà. Et du coup, elle est très légèrement aplatie au pôle. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et ça, c'est dû à quoi? Eh bien, figurez-vous que c'est dû à la force centrifuge. Parce qu'en fait, la planète tourne, voyez-vous. Et comme elle tourne, et ben en fait, ça va agrandir à ce niveau-là. Et par conservation des masses, ça va aplatir à ce niveau-là. Parce que voilà, du coup, la Terre est pas comme une pâte à pizza. Quand vous la comme faites une pâte à tourner. pizza, exactement. Donc la Terre est une pâte à pizza. On a eu une Donc, explication elle est en plate. très bon plan là. Ah waouh. Je t'ai mis à peu près tout l'écran.
Ah ouais, c'est fort aimable. Maintenant, il faut vous remettre en place. Non, c'est bien comme ça. Et donc oui, ça fait quand même un moment qu'on sait que la Terre est de cette forme-là, en particulier qu'elle est ronde. Selon vous, le chat, estimation. De quand date la démonstration qui montre que la Terre est ronde? Bien trop En tard. tout cas, qu'elle n'est pas plate. Et sphérique. Je sais pas, Raoult, il a pas fait une démo l'an dernier, un truc comme ça? Validé Juste- par Idriss Aberkan. Ah non, s'il vous plaît. Alors, la conjecture du Syracuse, non. Voilà, on arrête, c'est non. Ératosthène, voilà, on a du Grèce antique, Égypte ancienne, Ératosthène, voilà. On a des érudits dans le chat, hein. Je vais chercher la date exacte, mais clairement, ça date d'avant Jésus-Christ, hein. C'est quand même fou de se dire qu'avec les outils qu'on avait, vraiment, on a prouvé que la Terre était donc, on va dire, sphérique. C'était le modèle, on est passé de plat à sphérique. Avant Jésus-Christ, avec le soleil et des bateaux, hein. Vraiment, s'il n'y avait pas besoin de plus que ça. Et des On a réussi à chameaux. le montrer comme ça. Et quoi? Et des chameaux. Ah bon, c'est rentré dans la démonstration, tu crois? Ératosthène, il se baladait à d'autres chameaux, non? C'est pas ça le truc? Alors, Ératosthène... Attends, merde, comment on l'écrit? Avec un H. Ah, ça m'aide ça. Je reprends l'orthographe de Enroweb, comme ça. Voilà, Ératosthène, astronome. Est-ce que c'est bien lui? Voyons voir, voyons voir. Ératosthène est un astronome, géographe, philosophe, mathématicien et plombier chauffagiste grec, bien sûr, né à Cyrène avant Jésus-Christ. Et youtubeur. Et youtubeur, bien sûr. Il a investi dans la crypto récemment, ce qu'il m'a dit. Ouais. Bah, il C'est lui faut. qui a hein, racheté c'est le moment. Twitter Attends, c'est fait ça ou pas d'ailleurs? Apparemment. Parce que je crois que Oui. Elon Musk a tweeté The bird is freed, genre l'oiseau est libéré. Ouais, il s'est Mais pointé c'était- avec un lavabo au siège de Twitter aussi pour faire un Ouais. jeu de mots avec Sync en anglais que j'ai Super. oublié. Mais... Let's that sink in, je crois, c'est ça le truc. Alors, Oh lui. le C'est nombre un de petit rêves sur foufou l'article. Elon Musk quand même. Ah ouais. C'est un Est-ce que vous petit, pensez que le cours du lavabo est remonté du coup après ça ou... Oh, putain. Il paraît qu'il en a acheté un 44 milliards. Ah bah elle est là, mesure de la circonférence de la Terre. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus de démontrer que la Terre était ronde, ils ont mesuré approximativement la circonférence de la Terre. Et donc ça, manifestement, bah c'était voilà. Ouais, lui c'était ça son but. 5e siècle avant. Mais du coup, ça se basait sur le principe que la Terre était ronde parce que sinon sa mesure marchait pas quoi. Ouais. Et après, il y en a un ou deux qui ont retenté l'aventure au Moyen-Âge, mais ils ont été brûlés. Ouais. Bien tenté. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la forme de la Terre. C'est pour ça que j'arrive pas du tout à en parler parce que j'ai déjà tout oublié. Elle s'appelle Perdre du poids avant l'été, un truc comme ça. Ok. Ah ouais, avec la. c'est Alors, pas- niveau référencement, tu dois être vachement bien. Non mais attends, en Ouais, plus c'est la... c'était le but. Non mais les vignettes qu'elle fait en plus c'est exceptionnel, hein. Checkez là sur point d'exclamation comptoir, vous allez voir les vignettes qu'elle fait, mais c'est du grand art à chaque fois. Et je crois que celle-là, je crois que c'est genre t'es genre sur une boule de yoga, enfin un truc. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Je crois que mon ordi va peut-être planter incessamment sous peu. Je vous préviens. Ah tu sens quand l'ordi va planter Bah là, j'ai plus de souris, donc si tu veux. Ah toi aussi t'as tous les périphériques qui se barrent et qui reviennent genre 10 secondes après. Non, mais là, c'est mon pad qui marche plus. Ah, Donc putain. en général, quand il me fait ça, c'est que Oh là c'est là. bientôt la fin. Ok, bon écoute, on va voir. Mais la comparaison entre ce qui avait été calculé avant sur la circonférence de la Terre et ce qui a été estimé avant. 40 000 km, donc c'est ce qu'on sait aujourd'hui, 40 075 km. Et les Grecs estimaient à peu près 60 000 km. Franchement propre, hein. Ouais. Très très Ils propre. étaient bons. Damn. Ils étaient meilleurs pour la forme de la Terre que pour l'âge, en fait. C'est assez rigolo. Non mais c'est vrai. Ça c'est fou. Alors, Ouais. et là je crois qu'on va basculer sur les questions de Superama. C'est l'heure. On va commencer petit à petit à quitter la Terre pour aller, comment on dit, titiller les étoiles, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas il y a un verbe qu'on utilise souvent pour dire ça, mais je me rappelle plus. Tompi. Titiller les étoiles? Non, mais je sais C'est plus. mignon. Un peu plus près des étoiles. Ouais, allez, enfin, il y en a qui l'attendaient. On va parler d'espace. Et on va commencer. Alors la première question, c'est moi qui l'avais, mais je pense, bon, de toute façon, Superama, vous savez sûrement de quoi je vais parler. Question d'actualité spatiale. Ne vous inquiétez pas, la question n'est pas très compliquée. Mais, faut reconnaître. On y va.
prochaine question. On commence à rentrer dans l'espace. Il y a eu une petite éclipse ce 25 octobre, mais c'était quel type d'éclipse? Déjà, il faut savoir si c'est lunaire ou solaire, d'une part. Et d'autre part, il fallait savoir si c'est partiel ou total. C'est en gros les 4 grands types d'éclipses. Est-ce que l'éclipse était lunaire partiel, solaire partiel, lunaire total ou solaire total? Sortez les crèmes solaires. Ou les crèmes lunaires plutôt. Ouais. On a encore quelques secondes. On va voir la réponse affichée. C'est un bon concept de produit marketing, ça. La Une crème crème lunaire lunaire. pour Ouais. les éclipses. Oh, c'est pas mal. Tu sais Comment il que fait nuit selon la biodynamie, tu devrais aussi recevoir des rayons UV qui se reflètent de la Lune et C'est vrai ça. du Soleil. J'adore. Incroyable. Mais c'est vraiment de la crème lunaire, indice pas ouf. Peut-être 0,2. C'est écrit sur le packaging, indice pas ouf. Voilà. Alors, Mais par réponse. contre, ça fait pousser vos plantes. Réponse, quelle est-elle? Il y a 9 bonnes réponses. Je suis choqué. Bravo. La question est quand même pas évidente. Hein. Et là, la question c'est, est-ce que vous avez un peu... comment dire? Superama, comment on fait pour savoir si une éclipse est solaire ou lunaire? Qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'une éclipse solaire ou lunaire? Alors une éclipse solaire, c'est quand le soleil passe derrière la lune. Une éclipse lunaire, c'est pas l'inverse, sinon ça c'est l'apocalypse. Et, en gros, la lunaire, c'est la Terre qui se trouve pile dans l'alignement entre la Lune et le Soleil et qui du coup crée une ombre un peu orangée sur la Lune. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, c'était bien une solaire partielle parce que la Lune ne recouvrait qu'une partie du Soleil. C'est ça. Moi, la petite mémotechnique que j'ai pour savoir si c'est lunaire ou partiel, c'est qui est caché en fait. Tu vois. Alors si l'éclipse elle est solaire, c'est que c'est le Soleil qui est caché donc par la Lune. Et si c'est une éclipse lunaire, c'est la Lune qui est cachée, mais cette fois par la Terre parce qu'elle est entre les deux, du coup, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est Moi ça. j'avais un petit schéma. Alors il est où mon petit schéma Non, ça c'est les ordres de grandeur. Voilà. Ou Iota Hop. schéma. Pardon. Le Iota schéma, bien sûr. Mais encore une fois, la dernière fois j'avais regardé pour le télescope James Webb, mais le gouvernement du Canada, ils ont un site super développé qui explique tout un tas de trucs sur l'espace. Il est vachement bien. Le site de l'Agence spatiale canadienne aussi, il est assez Ouais. stylé. Et franchement, ils ont pas mal de trucs et ils expliquent justement les différents types d'éclipses et tout ça, et c'est assez bien foutu. Et donc il y a éclipse totale, donc en gros il y a 2 types d'éclipses en fonction des objets, donc éclipse solaire, éclipse lunaire. Et en fait, il y a un 3e type d'éclipse, donc avec éclipse totale et éclipse partielle, c'est une éclipse annulaire. Où là, donc ce serait la Lune, ce serait dans le cas où la Lune se trouve plus près du Soleil. Et donc la Lune semble plus petite que le Soleil de notre point de vue et un anneau du Soleil est visible autour. C'est-à-dire qu'en fait la Lune est entourée d'une espèce d'halo doré là, comme on le voit dans les images ici. C'est quand même très stylé. Genre c'est vraiment lumineux comme s'il y avait un anneau là où la solaire totale on voit une espèce de flou mais c'est vachement beau je trouve. Parce que je l'avais pas cette image. Ouais, mais je pense que ça doit être très rare hein, pour le coup. Et sinon, il y a une image, je sais pas, on l'a pas mise dans le doc, mais il y a une image qui m'a rendu un peu ouf ces dernières semaines, je savais pas, c'est qu'il y a une éclipse, il y a une vidéo d'une éclipse sur Mars. Si, l'image Ah ouais elle est dans le Elle est- doc. elle Si parle tu de- cliques sur l'encre sur Mars, ça mènera à une photo d'une éclipse sur Mars. Alors, normalement, c'est une attention, vidéo. Oh. Attends. Attends, mais Que c'est quoi Mars a 2 lunes. Alors ça, voilà, ça c'est l'une des lunes de Mars qui passe devant le Soleil. Et donc cette photo, qui donc à la base est une séquence de photos, donc une vidéo, est prise par un des rovers qui se trouve sur Mars. Alors je sais plus lequel, mais du coup j'ai découvert ça et je trouve ça fou. Je savais Mais pas que ouais. cette image existait il y a encore peut-être un mois. Ah, c'est ouf. Et Mais forcément, c'est beaucoup moins imposant que notre lune qui se trouve pile à la bonne taille et la bonne distance pour Ouais. nous permettre d'avoir cette couronne quand on a une éclipse totale. Et donc, petite image avant de passer à la prochaine question, mais j'ai trouvé ça très rigolo. Il y a donc c'est un astronome qui s'appelle Eric Lagadec, enfin qui est astrophysicien particulièrement, qui a ressorti un running gag dont on a parlé dans le le test Chorizo-gate. précédent, le Chorizo-gate bien sûr. Photo de l'étoile la plus proche partiellement éclipsée par son satellite naturel. Ce niveau de détail, voilà. Et La d'ailleurs, légende dit qu'il a mis un salami devant. Eh ouais. par rapport à l'anecdote là sur la taille, enfin bref, avoir une éclipse totale solaire, c'est une coïncidence pure sur Terre. Parce
que la Lune, elle est 400 fois plus près de la Terre que le Soleil, et elle est aussi 400 fois plus petite. C'est pour ça qu'on arrive à avoir ces proportions aussi parfaites quand on a une éclipse solaire totale. Ouais. Et qu'on Ah, peut pas retrouver sur Mars, par exemple, puisque sa Lune, comme on a vu sur la photo, est pas du tout ronde, elle est un peu dégueulasse, une forme bizarre, et puis elle est beaucoup trop près par rapport à la distance du Soleil, quoi. Ah ouais, donc en gros, si la Lune était genre vraiment plus grande ou plus petite, imaginons 2000 fois plus grande, on n'aurait pas ce genre de spectacle. Non, si elle était 2000 fois plus petite. Ah oui, Si elle était plus grande, t'aurais quand même eu une éclipse, mais juste t'aurais plus Oui, vu tu verras plus les rayons du soleil les derrière. rayons du soleil Ok. derrière, Dans tous les t'aurais cas, t'as plus la de couronne. Mais si elle était vraiment beaucoup plus petite, là, ça cacherait pas tout, quoi. Bah, Ce ça serait fait comme beaucoup moins. la photo du rover martien. Oui, trop bien. voilà. Et n'oubliez pas de porter des lunettes particulières pour regarder une éclipse, sinon vous allez vous flinguer les yeux. Sauf si vous êtes un connard, ça on s'en fout. Et en gros, il y avait des petites techniques, justement, je sais plus si c'était Lagadec ou quelqu'un d'autre qui en parlait, mais en fait, on peut utiliser des boîtes à chaussures ou des passoires qui permettent de projeter en fait l'image de l'éclipse sur un papier ou sur un support, qui permet quand même de la voir indirectement. Si vraiment vous n'avez pas de lunettes, Hmm. donc ça fait le taf, mais bon. C'est quand même mieux avec des lunettes où on peut regarder directement, quoi. Et du Et coup, aussi- l'éclipse, on l'a voyée de l'Europe apparemment, mais je sais pas si certains d'entre vous ont pu la voir ou. Ouais, il y en a qui Ouais, l'ont vu là enfin- dans le chat ou pas? Moi, j'ai rien vu du tout. Moi non plus. J'ai Il y pas avait des regardé, faut nuages. dire. Ouais. Ah bah, Ça, super. j'étais en train de dire. C'est les nuages qui faisaient éclipse. C'est ça. Ouais. Et aussi, les lunettes, ça marche qu'une fois, donc vous pouvez pas prendre des lunettes et 3 ans plus tard, oh, il y a une éclipse, je vais ressortir mes vieilles lunettes à éclipse. Non, non. Faut Ah, les, c'est vrai, faut les je savais jeter pas tout le ça. temps. C'est Ouais, pas parce- juste pour nous faire consommer ça? Non, je crois pas, quand même. Bah, de toute façon, tu vas consommer, parce que si tu te crames les yeux, là, ça va te coûter un peu plus cher, je pense. Ouais. Malheureusement. En tout Et cas, pourquoi du coup? Tu sais? Bah, je sais pas, je pense parce que les filtres sont. Ça doit les user ou un truc comme ça, quoi. Mais je Ah. saurais pas en dire plus pour le coup. Et en tout cas, voilà, conseil, une fois que vous avez utilisé vos lunettes, jetez-les parce que vous servent plus à rien. En tout cas, énormément de réponses. Bien joué. On va enchaîner avec la question suivante et peut-être faire un petit point des scores après. En Alors, train de dire que nos questions elles sont faciles Oui, là. ouais. Oh, ça va pas. mais non, non, pour le coup, moi avant, j'aurais jamais su quel type d'éclipse c'était. Hein. Cette fois, on parle d'astéroïdes. Alors, quel est l'acronyme de la mission de la NASA? Vous en avez certainement entendu parler de ça aussi. Quelle mission avait pour objectif de dévier un astéroïde? Là, on est un peu dans la hype et tout, avec Don't Look Up qui est sorti machin, mais la mission avait eu lieu avant, évidemment que... Enfin, avait été préparée avant que le film sorte, évidemment. Donc est-ce que c'est 360 noscope? Est-ce que c'est Drift, Dart ou Smash? S'il y en a un qui répond 3-6 noscope, je jubile, hein, vraiment. Tu sais Ouais. que j'ai dû aller voir sur Google ce que c'était. Ah ouais. Bah, c'est vrai que si Moi, il t'as m'a pas la fait ref... rire. C'est que si t'as pas la ref, mais bon, tous les joueurs de Call of Duty, à l'époque, auront la ref. Ou de CS, peut-être. Je sais pas si ça se fait des 3-6 sur CS. Là, j'ai vu sur Fortnite, moi, ils expliquaient ça avec Fortnite. Ah bah ouais, voilà. C'est une Ouais, ref des plus temps, moderne, des on va gens, dire. des gens, quoi. Et c'est la mission Dart. 9 bonnes réponses encore une fois. Bien joué. Donc qui est évidemment un jeu de mots. Hein. Alors que veut dire l'acronyme déjà? C'est Double Asteroid Redirection Test. Parce Exactement. qu'en fait, c'est pas un astéroïde, mais un couple d'astéroïdes. Il y a un gros astéroïde et un plus petit qui orbite autour de lui. Et c'est le petit qu'on est allé taper, Dimorphos. C'est ça. Voilà, le gros s'appelait Didymos. Et c'était une mission de défense planétaire, oui, puisque Ouais. il n'était pas directement menaçant pour nous, mais il pourrait l'être, puisque c'est un satellite géocroiseur. Ça veut dire qu'il coupe l'orbite de la Terre autour du Soleil, parce que lui aussi, il orbite autour du Soleil. Ouais. Et du coup, nos orbites pourraient se croiser au bout d'un moment. Donc l'idée, c'est de réussir à anticiper ça pour éviter une catastrophe naturelle de type dinosaurus. Et Ouais. voilà. Bon là on risquait Et rien, rien, parce j'ai qu'il faisait 160 mètres de diamètre. Mais bon, ouais, on sait ouais, jamais. mais il y a des plus gros astéroïdes qui pourraient être dangereux, comme Bennu, par exemple. Ouais. Il fait 492 mètres, donc c'est un poil plus grand. Vidéo à venir sur Superama. Ouh. Dans 15 jours. Non, dans 4 semaines. Dans 4 semaines. On prend de l'avance, ça y est, sur les Nice. Alors juste, les taux de jardin, si le coup il s'affiche pas, c'est sûrement parce que l'extension, alors soit t'as dû la perdre quelque part, soit il faut la réaccepter quelque part. Sinon la question est censée s'afficher. Pour le coup, c'est vrai que des fois il y a des petites couilles un peu avec l'extension, mais
Là, a priori, pour les autres, ça marche puisqu'ils ont réussi à répondre aux questions. Donc après, si t'es sur téléphone, peut-être que ça bug pas mal. Sur téléphone, souvent t'as des galères. C'est mieux de le faire sur ordi, dans la mesure du possible, bien sûr. Sinon, tu prends un Mais- papier, un crayon et tu. Hein, ça va quoi. Tu nous Ouais, tu te envoies fais- tes tu te fais les réponses à la scores, fin tu du vois. quiz. Ouais, c'est ça. Pour le comptage de points, tu te débrouilles. On dirait que t'as gagné. Exactement. Tu fais toi-même le décompte sur le papier. 25 888, ça va. Exactement. Est-ce qu'on avait d'autres trucs à dire un peu sur ça? Sur Google, tu peux ouvrir une page Google et taper mission d'art, montrer ce que ça fait. Ouais. Bah on va voir un peu le système parce qu'en gros l'idée c'est que on n'a pas. En fait l'idée c'était de rediriger. Ah oui! Quand on tapait sur Google, attends, ils l'ont pas vu. Oui. Oh putain. Je l'avais mis ça d'ailleurs. Alors attends. Hop. Là, est-ce que vous le voyez? Là, on voit la Tiens. page, ouais. C'est bizarre cette travers. Hop, on retape. Et boum. Voilà, et si pour ceux qui ont là une ref encore plus ancienne, d'où barrel roll. Et ça le fait encore. Exceptionnel. Oui. Voilà, tout ça pour dire que la mission d'art, en gros l'idée, alors de ce que j'ai compris, c'est que certes on voulait dévier, donc c'était Dimorphos, c'est ça, le plus petit. Ouais, c'est ça. Mais En le fait, faisant orbiter plus vite et du coup en raccourcissant son orbite autour du gros. c'est ça. L'idée c'est qu'il conservait quand même l'orbite, mais simplement c'était un petit peu petit. Donc l'ellipse est un peu plus petite. Et ça fait quoi? Ça fait que techniquement il aurait pas pu. Enfin, comment dire? Bah en fait, ça déviait sa vitesse et donc sa trajectoire légèrement, mais suffisamment pour que, admettons, on a estimé une date à laquelle il devrait y avoir une collision avec la Terre. Bah, en changeant son orbite actuelle, on peut repousser ou éviter la collision qu'on avait Ok. imaginée. La date à laquelle on avait imaginé. Et finalement, j'ai vu des articles qui sont sortis hier ou avant-hier. En fait, ils ont tapé dedans, mais un peu, pas trop fort, mais son orbite a dévié plus que prévu. Ouais, je crois que c'était genre 35 Ouais. fois plus que prévu même. Ouais, alors je sais pas ce que ça implique, mais Ouais, en tout bah, cas, on je sait sais le faire pas. maintenant. Mais en On gros, peut il bouger voulait. des gros cailloux. Ouais, voilà. Mais il voulait en gros dévier l'orbite de peut-être quelques secondes. Je crois que c'était 50 secondes, 1 minute. Et en fait, ils se sont Ouais. retrouvés à le dévier d'encore plus sur ce sculpture en plusieurs minutes. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Et voilà. Mais en tout cas, beaucoup de bonnes réponses. Hein. Ça, c'est un truc quand même, on en a pas mal parlé. Parce que bon, c'est très dans la hype du moment, on va dire. Voilà. Ben, j'en profite pour dire bonjour à Shimok qui vient d'arriver dans le chat. Bienvenue. Bienvenue pour le quiz. Je crois que c'était 5% de base et ça s'est verrait bien plus. C'est ça. En gros, c'était vraiment. C'était 30 ou 35 fois plus que prévu le résultat. C'est assez dingue. Alors, les scores. Fraise Lover, je crois que j'avais pas vu. Qui tape un 13 900 points, bien joué. Et là, effectivement, voilà, on a. Science de comptoir qui a quitté le podium sur la terre plate. Hein. Évidemment, Oh, c'est terrible. la miette. Mais là, on a Akeza et Pangolinet qui sont en train de mettre un bus scolaire à tout le monde. Avec, attendez, vous allez voir les scores ici. Avec 88 points et 71 000 points. Là, ça va être dur de gratter le podium. La troisième place est quand même assez contestée. Hein. Là, on a au moins 5-6 personnes à même pas 4000 points. Donc, tout est jouable encore. Puis, on va passer à la prochaine question. Alors, je regarde un peu ce que c'est à l'avance. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est une question que j'avais pris moi. Alors, vous devrez voir la question s'afficher prochainement. Revenez parmi nous si vous avez mis ça à côté. Ah, mais du coup, deux filles au podium. Ah, bah voilà. Bien joué. Et prochaine question, on enchaîne. Cette fois, on va parler des comètes. Donc, on quitte les astéroïdes pour parler des comètes. De quoi est constitué son cœur? Est-ce que c'est de la glace, de la poussière, du plasma ou de roches en fusion? On a encore une dizaine de secondes. Mais pourquoi j'ai envie de parler des comètes? Parce que c'est quand même un objet qui est super intéressant. Et surtout que la glace, donc qui... Ah bah bon, j'ai dit un peu à la fin avant, mais... si vous avez cliqué sur la glace juste pendant mon explication, vous allez avoir peut-être 100 points, quoi, donc ça va. Heureusement que j'ai attendu un petit peu. Mais effectivement, c'est de la glace. Encore une majorité de bonnes réponses, bien joué. Et pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce qu'en fait, il y a un processus où la glace, au bout d'un moment, elle commence à fondre. Notamment quand elle approche un peu trop le soleil. Et c'est ça en fait qui crée ce qu'on appelle l'aura de l'étoile. Non, ça c'est l'aura de l'étoile, je crois. Nanana. Voilà, quand elle est proche du soleil, en fait la glace elle se sublime. Donc en fait elle ne passe même pas à l'état liquide tellement les vents solaires sont violents. Et elle passe directement de l'état de glace à l'état gazeux.
Et ça, c'est un truc qui est quand même assez rare, et c'est dû uniquement au fait que la comète, des fois, va passer très près du Soleil. En fait, elles ont des trajectoires elliptiques qui sont très allongées, donc c'est un peu les mêmes trajectoires que peuvent connaître la Terre et les autres planètes, sauf que c'est beaucoup plus allongé. Donc on va dire que ça se rapproche plus de la très grosse ellipse que du cercle, quoi. Et donc, l'ellipse est tellement allongée qu'il y a des fois où vraiment, elle frôle le Soleil, entre guillemets, par rapport aux autres périodes où elle peut être très éloignée. Et donc c'est à ce moment-là que la glace devient vapeur d'eau. Et en fait, ça a créé une aura. Alors ça, on va voir ça tout de suite. Hein. Alors, aura comète. En fait, ce qu'on voit sûrement comme l'espèce de chose bleue qui entoure la comète, ben en fait, c'est ça. C'est de la vapeur d'eau qui a été formée par sublimation de la glace. On va voir. Non mais regardez-moi ça. Comment vous ne pouvez pas dire qu'une comète c'est stylé? Genre, c'est au moins dans le top 3. Est-ce qu'il y a, selon vous, un objet plus beau, genre un objet céleste plus beau qu'une comète? J'allais dire les tardigrades, mais c'est pas ça. Bah, il y en a qui ont été envoyés dans l'espace. Hein. Oh, c'est gentil. Ah. Elle fait des running gags, j'aime bien. Mais oui, j'avoue, il y a les une tardigrades. aurore boréale. Tu sais, les tardigrades et les blobs, on en a envoyé dans l'espace. Hein. Ouais. C'est pas, mais c'est pas un objet céleste. Ouais. Ça peut pas être. Parce que à ce compte-là, des humains, on les a envoyés dans l'espace. Bon, bah, c'est pas des objets célestes non plus. Et voilà, ce que vous voyez de bleu, donc au niveau du cœur de la comète, eh ben, c'est de l'eau qui a été, enfin, c'est de la vapeur d'eau qui a été formée par de la glace qui directement passait à l'état gazeux. Alors, il a pas attendu. Et je sais pas, je trouve trop beau en fait. D'ailleurs, il n'y avait pas une histoire comme quoi les. Ça d'ailleurs, je sais plus. Est-ce que les étoiles filantes, certaines d'entre elles sont pas des comètes? Je m'en rappelle plus exactement de si c'est le cas ou pas. Des étoiles filantes, c'est des morceaux d'astéroïdes qui ont fait une rentrée atmosphérique et du coup se font dézinguer la gueule dans l'atmosphère. Ah voilà. Ah oui voilà c'est ça, donc c'est pas des comètes en fait, c'est des bouts de... Donc c'est des astéroïdes du coup tu dis? Ce sont des fragments. Des fragments. Ce sont des météorites en fait, ce sont des fragments d'astéroïdes, des fragments d'objets météorites. célestes qui viennent se... Et techniquement, un morceau de fusée qui rentre dans l'atmosphère en pleine nuit et qui fait un filament, ça y est une étoile filante. C'est juste le fait que ça se consume dans l'atmosphère. Ok. Peu importe ce que c'est finalement. Parce que du coup, ta sublimation, je sais pas si elle est possible dans l'atmosphère. Non, je pense pas. C'est pas assez violent en termes de variation de température, je pense. Du coup, astéroïdes, surtout astéroïdes et météorites, je me rappelle jamais de la différence. Météorite, c'est des petits bouts d'un astéroïde. Quand ça rentre dans l'atmosphère et que quand ça fait une rentrée atmosphérique, ça devient des petits morceaux de météorites en fait. Ah, c'est ça, les météorites sont des fragments d'astéroïdes. Ok. Voilà. Intéressant. Écoutez, encore plein de bonnes réponses. Hein. Manifestement, les gens sont très calés en espace. C'est plutôt cool. Et du coup, bah, même si vous êtes calés en espace, bah, ça vaut le coup quand même de passer checker leur chaîne, hein, Superama. N'hésitez pas. Non, si vous connaissez déjà tout, vous prenez pas la peine. En plus, normalement, j'ai fait un petit truc. Normalement, j'ai fait un petit truc personnalisé. Oui, j'ai mis. Ah, mais non, le. Ah, abonne-toi humain. Et il manque un espace. Ah putain. Entre humain et ton HTTPS. Oh, il fait des références, c'est trop mignon. Ah, terrible, du coup, le lien va peut-être pas marcher. Ah, si, vous mettez 3W. Si, vous arrêtez à www.youtube, c'est bon. Vous avez quand même le lien. Parfait. Donc voilà, ça c'est une question que j'avais rajouté un petit peu parce que je me suis dit que ce serait dommage de pas faire un quiz sans parler de comètes. Ce serait dur de passer à côté. Et puis on va passer à la question suivante. Revenez vers nous ceux qui ont mis ça en fond, histoire de pas perdre des points. On va enchaîner. Attends, est-ce que c'est pas votre question avec... Ok, non, ça va, c'est pas tout de suite. Prochaine question. Cette fois, c'est un vrai ou faux. Vrai ou faux, des astrophysiciens ont récemment photographié un trou blanc à environ 6 millions d'années-lumière de chez nous. Est-ce que c'est vrai, faux? Et comme c'est un QCM à 4 réponses, je suis obligé de les remplir, donc je mets des mots random. Libre à vous de mettre poutre en réponse, hein, bien sûr. Mais je ne vous conseille quand même pas. Ah, bah visiblement il y a des accords entre nous. Je sais pas. Normalement, tout le monde a répondu. Alors... À la base, Superama a mis dans la question, enfin en tant que question en conducteur, on a déjà photographié un trou blanc. Vrai ou faux? J'ai trouvé ça quand même un peu plus marrant de rajouter des détails qui ne sont absolument pas vrais pour peut-être vous induire en erreur.
Pour rendre la question plus crédible. Mais en fait, Je non. pense que c'est surtout Tartampion qui a induit les gens en erreur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est faux. Encore une très grande majorité de bonnes réponses. Et là, du coup, ça se joue à la rapidité pour savoir qui va prendre la tête ou pas. Et du coup, pour info, les trous blancs, ce sont des objets physiques théoriques. Ça n'existe que dans la tête et dans les calculs des astrophysiciens. Contrairement aux trous noirs qui existent vraiment parce qu'on les a vus, si je puis dire. On les a vus parce qu'on les voit pas. Parce qu'on les voit pas. Grâce à l'effet de lentille gravitationnelle, c'est ça. Mais bon, le trou noir, au début, on savait pas que ça existait non plus, on le supposait. Donc si ça se trouve, on trouvera un trou blanc. Et du coup, le trou noir, toute la lumière rentre et ne sort pas, à cause de la gravité qui est énorme. Et le trou blanc, c'est l'inverse. Que de la lumière, hein, c'est tout. Toute la matière qui rentre dedans, elle peut plus en sortir. C'est noir parce que même la lumière est absorbée. Mais du coup, l'intérêt de théoriser le trou blanc, c'est de pouvoir théoriser les trous de verre qui fait que si on rentre, par exemple, alors c'est l'une des possibilités, c'est que si on rentre dans un trou noir, peut-être qu'on peut ressortir par un trou blanc à l'autre bout de l'univers et pouvoir se téléporter. Ah ouais, et le trou de verre, en gros, ça relie un trou noir et un trou blanc, c'est un couplet des deux? Bah, on sait pas, c'est des théories, mais... La théorie, c'est de dire que oui, le trou de verre, c'est un tunnel qui va du trou noir au trou blanc, et pas inversement, puisque techniquement, on ne peut pas rentrer dans un trou blanc. Le trou de verre serait la singularité, en fait. Mais bon, pour en ressortir, faudrait déjà pas se faire charcuter. Ouais. Donc non, c'est que des théories. Ça sert aux astrophysiciens, ça fait rêver, ça fait de la science-fiction, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Et puis, on va tout de suite dire que le trou de verre, la théorie du trou noir vers le trou blanc, c'est pas la seule théorie qui rendrait possible le trou de verre. Ouais, non, il y a plein d'autres trucs bizarres. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais peut-être qu'un jour, on en trouvera. Parce que, tu vois, le trou noir, par exemple, ça a été, on va dire, prédit, on va dire, par calcul et avec le modèle de relativité générale par Einstein, si je dis pas de conneries. Mais on en avait jamais vu à l'époque. Ouais, voilà, mais on l'avait pas vu à l'époque et tout ça. Et c'est pareil, par exemple, pour le boson de Higgs, où je crois que c'était dans les années 40 ou 50, qu'on avait prédit que une telle particule existerait et que ça a été montré qu'en 2012, quoi. C'est un truc de ouf. Le mec a une idée et c'est que 60 ans après qu'on se rend compte que c'est le cas, quoi. C'est assez fou. Et en tout cas, encore que des bonnes réponses. Quasiment. Qu'est-ce que ça donne au niveau des scores? Oh là là, papa, beaucoup trop fort. Il a senti le coup. 13 000 points, 12 000 points, 12 000 points, 12 000 points. Il y a quand même des réponses assez rapides. Et là, pareil, on a encore... Putain, et ça se dispute la première place à 600 points quand même. Hein. Ça va être intéressant de voir un peu la suite. Et on a Helmut qui commence à se détacher du podium. 48 000 points. Bien joué. Combien de questions il reste encore? Il reste 3 petites questions, je crois, même 2. 2 questions. Ouais. Alors là, cette fois, je vais d'abord lire l'intitulé, parce que ça pouvait pas rentrer dans le cadre de la question. Alors, donc revenez parmi nous ceux qui ont mis ça en fond, etc. Alors, concentrez-vous bien sur l'énoncé. Jonathan a 10 euros. Putain, je vais pas y arriver. Jonathan a 10 euros dans sa poche. Le four dans la cuisine de sa grand-mère chauffe un gratin de chou-fleur à 180 degrés. Vous n'avez pas précisé l'unité, donc on va dire Celsius. Oui, gratin de chou-fleur à 180 degrés Celsius depuis 22 minutes. Chaleur tournante, bien sûr. Pendant ce temps, sa mère rentre du travail à vélo à une vitesse de 10 km/h. Je peux enfin poser la question. Quel est l'âge de l'univers? Est-ce que c'est 13,7 milliards d'années? Est-ce que c'est 45 cm? Est-ce que c'est 150 degrés, chaleur tournante? Évidemment toujours. Et 8 euros. Vous avez encore quelques secondes. Prenez vraiment le temps. Attention, il y a un piège. Il y a un piège. On dit pas où, mais il y a une petite subtilité dans la question, là. J'aurais dit tatami. Ouais, tatami, ça aurait pu marcher. Tamami. Mais... Ça pouvait porter à confusion, mais on n'avait pas envie de lancer un débat houleux aujourd'hui, donc on a décidé de pas en parler. Ouais. Je comprends. S'il y avait 5 propositions, j'aurais mis Awazari, Awazate, Ippon, Tsuenage, bien sûr. Hein. Ceux qui ont fait un peu de judo, vous aurez la ref. Mais donc, ne nous éternisons pas plus. Évidemment, 13,7 milliards d'années. Très grande majorité de bonnes réponses, bien sûr. Après, la question, c'est comment on a déterminé ça, quoi. D'où sort ce chiffre, quoi.
Eh ben, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, j'en sais rien. Eh oui. Jonathan, il a ses 10 euros. C'est grâce à la relativité générale, mais je ne sais pas plus que ça. Moi non J'étais plus. marqué une connerie dans les explications, mais je ne sais pas du tout comment ils sont arrivés à ce calcul. Je suppose qu'il y a de très bonnes explications, mais je les ai pas. Ouais, bah on a réussi un peu à reconstituer, enfin peut-être pas toutes, mais une grosse partie de l'histoire. Enfin, avec, on va dire, le modèle du Big Bang, qui est le modèle le plus répandu et qui a l'air d'être validé par l'ensemble de la communauté scientifique. Mais en gros, ouais. Et il y a ce truc, je crois, où, en gros, la lumière serait pas apparue directement au moment du Big Bang. Ce serait apparu, genre, quelques milliers d'années après. Je sais plus 300 combien, 000 mais... ans. 300 000 ans. 300 000 ans après le Big Bang, il y a eu les premiers photons qui ont réussi à se dégager de toute cette, de tout ce gaz, de tous ces atomes qui Mais tu étaient en retiens train- quand même pas tes textes. Moi, je retiens un peu mes textes. Pas le jour du tournage, dommage. Demain après, oui. Hop, le petit doll perdu là. Allez. Alors, par curiosité... Ah oui, bah c'est toi, c'est vous qui avez répondu 8 euros, bien sûr. Ah là là. Ah, on dépasse les 100 000 points, quand même, c'est ouf, hein. Et là, on va passer à la dernière question. À tout moment, le contestant numéro 29 nous fait une remontada et détrône Helmut sur sa 3e place. C'est un peu fragile, on va passer à la dernière question. Dernière question qui est très simple, mais qui peut être un peu piégeuse. On est parti pour la dernière question de ce quiz. Quelle est la topologie de l'univers? Alors, est-ce que c'est... On n'en sait justement rien. Est-ce que c'est sphérique et fini? Est-ce que c'est plat et infini? Ou bah la bicyclette bleue circulaire, je vais dire pourquoi pas, hein. En vrai. Après Ah ouais. tout. Y a pas patatoïde? Faut être inclusif. Non, Non, il n'y a pas patatoïde. dommage. Alors déjà, petite question, avant il y avait des photons, mais c'était pas transparent plutôt. C'est-à-dire... Parce que Euh, transparent, ça veut forcément dire qu'il y a de la lumière. Pour que quelque chose soit transparent, c'est que ça laisse passer la lumière. À plus 300 000 ans après le Big Bang, il y a de la lumière, mais il y a genre trop de lumière. Tout est blanc, tout est beaucoup trop lumineux. Et après, petit à petit, ça s'est assombri. Cette Ok. histoire de transparence, je sais pas. C'est Ça pas me non dit plus. rien. Non, moi non plus. Nanana. Alors, dernière question qui peut-être va crucifier un des joueurs pour la 3e place. Non, on n'en sait rien, hein. Effectivement, on n'en sait rien. Plein et infini, sphérique et fini, peut-être. Mais à l'heure actuelle, on n'en sait rien. C'est ça. Il y a plein de théories différentes en fonction des scientifiques qui bossent là-dessus. Mais on sait pas. On sait pas. C'est pas parce qu'on peut pas faire le tour, du coup. Enfin, s'il y a un tour, du coup, Moi, j'aurais dit on sait pas parce qu'on s'en fout, mais on s'en fout pas. Mais non, mais non. Non, on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, par contre, on peut être sûr qu'il est en expansion perpétuelle. Oui, mais on Ça, sait oui. pas non plus si ce sera infini ou pas. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses comme ça. Ah, genre si l'expansion, elle pourrait se finir d'un jour à l'autre, quoi. Bah, a priori, ils sont même en train de se rendre compte que l'expansion ralentit. Là où jusqu'à présent, elle ne s'arrêtait pas d'accélérer. il y a plusieurs Ah théories ouais, sur la d'accord. fin de l'univers. Il y en a une qui dit qu'un jour, ça va arrêter de s'étendre et ça va faire ce qui s'appelle un big freeze. Donc, comme il y aura plus d'expansion, au bout d'un moment, il y aura plus de mouvement. Donc plus d'énergie. Tout plus d'énergie, donc plus d'étoiles qui s'allument, il fera très froid et on va tous mourir. Ouais. Et On a le il temps, y ça va. il y a la théorie du Big Crunch, comme quoi après l'extension, il y aura le ratatissement à nouveau en une singularité, et donc Ouais. tout va être détruit. Mhm. Et ensuite, il y a le Big Bounce Et le Big Bounce, qui dit que ça s'étend, puis ça va se ça fait ça. rétracter, puis ça va se réétendre, puis se rétracter, etc. etc. Et quand tu Et- parles de rétractation et tout, ça se compte sur combien de... C'est des périodes de combien? Ça se compte en millions, milliards d'années, non? Ah bah ça, on sait pas, on sait pas. Je sais pas s'il y a un chiffre, il y en a peut-être un quelque part. Non. Non, mais un ordre de grandeur, tu vois, parce que pour le coup, Et, on est encore mais en quand expansion, on- on est à 13 milliards d'années, quoi. Quand on C'est à cherche, vérifier. Ce que je dis a aucune valeur tant qu'on n'a pas vérifié, d'accord? Mais il me semble qu'on est à peu près à la moitié de l'univers, de l'âge de l'univers potentiellement. rien du tout. Ah ouais? Non, du soleil, mais pas de... Ah, de l'âge du soleil, ok. Ah, de l'âge du soleil, ouais. Non, mais J'aurais en dit- plus, quand tu cherches un chiffre sur s'il y a une potentielle rétractation, quand ce sera, c'est jamais le même chiffre qu'on te donne. Donc, Ouais. c'est des théories, des machins qu'on imagine. En plus, le Big Bounce, la théorie des cordes, tout ça, ça rentre dans un espèce de fourre-tout où on rajoute plein de trucs en plus Ouais. et que ça devient très Le- difficilement compréhensible. Le seul pour truc, un individu. le seul truc dont on est plutôt sûr, c'est qu'on va tous crever. Oui, Dans, ça, on dans le sait. moins de 100 ans. Voilà.
Nice. Et donc Allez, voilà, c'est tout. Bonne voilà, soirée. on se quitte là-dessus. C'est C'était le mot de la la fin, dernière bien question. sûr. Mais bon, c'est cool de regarder vers les étoiles, mais parce qu'il y en a plein. Parce que pour le coup, comment dire, ça d'ailleurs, on en a parlé donc avec ma classe hier. Là, on en a parlé justement de cette histoire de la mission d'art, etc. Où en mode, on se concentre beaucoup sur l'espace et en particulier des personnes infiniment riches dont je tairai le nom, qui investissent beaucoup plus sur l'idée de pouvoir coloniser une autre planète ou d'avoir une avancée technologique telle qu'on pourrait vivre hors de la Terre. Foutu Balkany. Ouais. Mais ce qui paraît pas le plus pertinent non plus, quoi. Mais ça ne veut pas dire que les recherches en astronomie, etc., sont inutiles et qu'on s'en fout parce qu'on va crever. Mais bon, ça peut être bien aussi de regarder ce qu'il y a sur notre déjà belle planète où il y a déjà beaucoup de choses, comme on a pu le voir tout à l'heure dans ce quiz. Et on a le podium enfin. Et le contestant numéro 29 qui a détrôné notre cher Helmut du podium. Désolé Helmut, c'est terrible. Papa d'Alexandre, numéro 3. Contestant 29, donc je vais t'appeler contestant maintenant. Attends quoi, c'est ton père le contestant 29? Contestant 29, c'est mon père. Il adore contester de toute façon. Donc Let's go. C'est un super pseudo en vrai. Je suis un peu jalouse. C'est ouf. Là, il apparaît là. On a un top 10 qui est quand même très accroché, donc bravo à tous. La plupart d'entre vous avaient quand même beaucoup de bonnes réponses. Si vous avez vu la vidéo où on fait les travaux de rénovation enfin je dis on, j'étais même pas là, du nouveau studio de Superama, bah c'est lui que vous voyez dans la vidéo, c'est Alexandre et son papa qui ont travaillé Waouh. d'arrache-pied pour pouvoir reprendre les tournages dès cet été. Regardez ça. Et Akeza qui perd la première place à 5000 points à peine. Hein. Oh là là. Ça se joue vraiment à que dalle. Alors 5ème alors qu'il est arrivé à la... Il y a 6 questions, Phrase Lover. Bravo. Bravo. Un crack de l'astronomie. Exactement. Ben, voilà. Mes amitiés à ton papa en tout cas. Beaucoup d'amitié évidemment pour le papa. Dis- Non mais voilà, on en a fini avec ce quiz. Ça passe assez vite, hein, même si voilà, c'est dur de jauger un petit peu chaque temps qu'on va passer sur une question, etc. Évidemment, on peut pas faire tout le tour parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut aborder, surtout que là, on essaie de mêler un peu les approches. Moi, j'ai parlé un peu de physique, de chimie, surtout que dans le quantique, etc. Bon, c'est un peu dur de vulgariser en 3 minutes. Voilà. Et non, on a réussi un peu à aborder toutes les échelles, donc je suis plutôt content. C'est quoi les autres trucs que vous auriez aimé aborder? Des trucs dont on n'a pas parlé. De quoi, Valentine? Alexandre. Ah si, quand même. C'est gentil. Non, mais je sais pas, dans la partie moyenne, on avait parlé un peu des êtres vivants, on a parlé des minéraux, évidemment, hein, voilà. On a parlé des supercontinents. Je te fais pas un cœur, je te fais un patatoïde. Ouais, tout à fait. Et vous, dans le chat, quelles questions vous auriez aimé voir dans ce petit quiz? Qu'est-ce qu'on a loupé? La vache, on n'a pas vu les mêmes. Qu'est-ce qu'il fait, Chloé? Elle est un peu triangulaire, mais... Quoi? Elle est pas très belle. Ah, je crois savoir... Ouais, d'accord. Super. Non, faut pas chercher avec Chloé. Tout tourne autour du SEXT. Plus des questions géologie? Peut-être. Après, c'était dur. Moi, Ouais, t'en avais pas assez déjà. Ah bah ouais. Non, mais l'idée, c'est que justement, dans ce genre de quiz, ce que j'aimerais faire dans l'absolu, c'est d'essayer de trouver des thèmes qui sont transversaux. C'est-à-dire des thèmes où on peut aller piocher un peu de partout. Même si du coup, ça a fait que j'ai commencé à parler de physique quantique et que je me suis rendu compte que bon, c'est pas forcément le plus accessible. L'idée, c'est de piocher un peu de tous les domaines différents. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la partie de Valentine, on parle de géologie forcément, parce qu'on parle de minéraux, on a parlé de supercontinents, etc. Mais ce serait dommage, si on essaie de parler des objets à toutes les échelles, de prendre que des questions de géologie dès qu'on parle de questions qui sont un peu à notre échelle, tu vois. Après, à l'échelle microscopique, moi, c'était facile, hein, je parle de physique et de chimie, et voilà. Mais voilà, la gravité quantique à boucle, c'était peut-être un peu trop spécifique. Voilà, je m'étais dit que c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais bon. Non, je me rappelle avoir vu ça en CE2, je trouve que c'était bien. Ouais, ça va, c'était accessible en vrai. Les équations de Feynman et tout. Non, mais... évite le tour, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Non, mais par contre, no joke, je crois que sur YouTube, on peut regarder les cours de Feynman, qui était un prof de malade. Genre, il arrivait trop bien à vulgariser les concepts et les cours étaient super intéressants à regarder. J'ai regardé ça il y a des années.
Et genre, faut vraiment pas avoir peur. Et il est trop fort. Genre, il arrive à rendre les cours vraiment accessibles, super intéressants et tout. Même si forcément, c'est très. Voilà, c'est quand même. On parle pas. C'est pas les tables de multiplication quand même. Mais bon, il y a des cours comme ça qui sont assez facilement visibles, alors que c'est des trucs super techniques, parce que les profs font un taf de ouf. Voilà. Et on espère on espère quand même que vous êtes éclatés dans ce quiz. Évidemment, le but c'est que pas que vous ayez les bonnes réponses de partout, et c'est pas évident de jauger la difficulté. Mais bon. Moi, je me suis ennuyé parce que je connaissais la réponse, alors. Ah ouais, bah. Surtout la première partie, t'étais rarement. Ah, mais j'étais à fond, j'ai fait exprès de perdre et tout. Moi, Ouais. juste la partie test, c'était les 2 seules questions que je connaissais pas, j'étais bien. Bon, ça va. Et voilà. Évidemment, si vous avez des retours sur le quiz, n'hésitez pas à en faire. Mais surtout, ce n'est pas le dernier. J'ai hâte de vous présenter les prochains intervenants qui sont déjà a priori confirmés. Il faut juste se caler des dates, mais ça va se mettre en place tranquillou. Moi, je vais pas arrêter de live tout de suite. Hein. Vous, je sais pas si vous voulez traîner un petit peu, etc. Peut-être que vous voulez avoir votre reste de soirée tranquille. Disons que mon ordi a vraiment planté là, donc c'est déjà un miracle que ça marche encore. Bah ouais, trop bien. Mais je vais pas traîner trop, je pense. Eh ouais. Mais avant que vous partiez, évidemment, c'est le moment de suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait. Hein. Je crois qu'on n'est pas encore tout à fait au stade des 150 followers, donc c'est le moment de faire péter cette barre-là. Est-ce que j'ai oublié de dire un truc? Hop, parce que là, je vais fermer un peu toutes mes fenêtres. Ouais, il en parce manque que, 4 là. Il en manque 4. Allez, faites un Bah effort. ouais. Petit effort quand même. Pas vos. Hein. De toute façon, moi, je vais pas arrêter de live tout de suite. De Tu quoi? continues de live un peu? Ouais, je vais continuer un petit peu. Bah, je sais pas trop ce que je vais faire, et puis ça dépend. Bah, si vous voulez rester, qu'on fasse un petit truc, qu'on fasse un jeu ou quoi. Ça. Bah, moi, je vous aime beaucoup, mais j'ai 20 minutes de vélo dans le noir là, donc je vais éviter de rentrer trop tard. Ouais, faut que je file aussi. Mais merci pour l'invitation, c'était très cool. Merci à vous surtout d'être venu. C'était trop bien. Et puis bientôt, on fera un live sur notre chaîne. Ouais, mais si vous voulez faire un truc, moi, n'hésitez pas. On fait un truc, on prépare une petite émission ensemble et tout. On fait ça bien. Grave chaud. Avec De ouf. grand plaisir. Évidemment, vous avez encore les points d'exclamation dans le chat si vous voulez voir leur chaîne. Et c'était un gros plaisir de vous avoir, vraiment. Ça fait un moment en plus qu'on essaie de préparer ça et tout. Donc c'est très cool. C'est très cool. Toi, Merci. cette Merci pour organisation. Merci. Ouais. Merci encore. Et puis on se dit peut-être à très bientôt. On sait pas. Oui. À très vite. Des bisous. Des bisous. À bientôt. Hop, je vais couper le Discord. Il faut que j'enlève